Grâce à l'iPhone que tu as dans ta poche, tu as pris l'habitude de naviguer sur le web, de jouer à des jeux et de te connecter avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et si je te disais qu'il y a beaucoup plus d'utilisations cachées et de choses que tu peux faire avec? Toucher le dos de l'appareil. Tu as déjà vu le magnifique logo Apple à l'arrière de ton iPhone? Si tu as une coque, vas-y, enlève-la pour voir ce qu'il en est. Bon, tu te dis probablement, il n'y a rien de secret là-dedans, le logo de la marque est évident sur mon iPhone. Bien sûr, il ne semble pas si spécial, mais savais-tu qu'il s'agit de bien plus qu'une simple décoration? Il s'agit aussi, en fait, d'un bouton. Tu ne me crois pas? Essaie-le. Mais avant d'y toucher comme si tu utilisais ton téléphone à l'envers, tu dois ajuster tes paramètres. Il y a une raison pour laquelle cette fonction très pratique est considérée comme secrète. Tout d'abord, ouvre tes paramètres, tape sur Accessibilité, puis sur le menu Toucher. Et va jusqu'au bas de la liste, où tu trouveras l'option Toucher le dos de l'appareil. Tu l'as trouvé? C'est parfait. Tu peux choisir l'option double tapotement ou triple tapotement selon ce que tu préfères. Et surtout, tu auras une multitude d'options parmi lesquelles choisir. Tu peux faire en sorte que la fonction Toucher le dos de l'appareil prenne une photo avec l'application Appareil photo. Alerte Siri, change d'application et même faire une capture d'écran. Cela te simplifiera grandement la tâche par rapport à la gymnastique des doigts lorsque tu dois faire une capture d'écran. Règle la prononciation de Siri. As-tu déjà demandé à Siri d'appeler un ami? Tu as peut-être dit « Siri, appelle Hermione » pour que Siri réponde « Appelez Hermione ». D'accord, tu n'as peut-être pas la meilleure amie de Harry Potter dans ta liste de contacts, mais nous pouvons tous convenir que ce n'est pas le nom le plus facile à prononcer. Siri est peut-être l'un des assistants numériques les plus intelligents du marché des smartphones. Et parfois, il fait le malin. Mais le compagnon de l'iPhone a souvent du mal à prononcer les noms les plus courants. Si cela te dérange, tu seras ravi d'apprendre que tu peux corriger les prononciations de Siri. La méthode la plus simple consiste à prendre Siri sur le fait et à lui dire « Cela ne se prononce pas comme cela ». Cela incitera Siri à demander la bonne prononciation pour chaque nom, prénom, second prénom et nom, ou le nom d'un lieu s'il ne s'agit pas d'une personne. Une fois que tu l'as indiqué, Siri génère des options et tout ce que tu as à faire est de choisir la bonne. Si ton meilleur ami numérique a encore du mal, tu peux l'aider en l'épelant. Ouvre tes contacts. Sélectionne la personne que Siri a du mal à prononcer et choisis Modifier. Tu peux ajouter la prononciation correcte dans la section Notes en utilisant la prononciation phonétique et cliquer sur Épeler la prononciation pour entraîner Siri à le prononcer correctement. Même un assistant numérique super intelligent a parfois besoin d'aide. Hé Siri, c'est Leviosa, pas Leviosar. Appli de mesure. Transporter une boîte à outils est trop encombrant. Ou peut-être que tu as oublié dans quel tiroir tu as mis ton mètre. Ce n'est pas grave, l'iPhone a d'autres secrets qui te seront utiles. Tu savais que l'iPhone possède dans son arsenal quelques outils qui répondront à tes besoins en matière de menuiserie? Prends l'application Mesure par exemple. Tu n'as plus besoin de ce long mètre pour mesurer ta table basse, ta bibliothèque ou ton canapé. L'application utilise la réalité augmentée pour mesurer les objets autour de toi, à l'aide de la caméra de ton téléphone. La première chose que tu dois faire est de déplacer ton téléphone pour que l'application puisse analyser la zone que tu souhaites mesurer. Tu finiras par trouver un cercle blanc avec un point au milieu de ton écran. À partir de là, ce n'est pas très différent d'un vrai mètre. Il suffit d'aligner le point avec le coin de l'objet que tu souhaites mesurer et de l'emporter jusqu'à l'endroit où tu veux que la mesure se termine. Si tu es un constructeur, tu voudras peut-être t'en tenir au mètre physique pour des mesures plus précises. Cette option n'est pas nécessairement destinée aux professionnels. Mais l'application est excellente pour obtenir une estimation. L'application Mesure peut aussi servir de niveau. Il suffit de passer à l'onglet Niveau de l'application et de placer ton téléphone sur la surface où tu souhaites obtenir une mesure. Lorsque tu obtiens un écran vert et une lecture de 0, ta surface est bien de niveau. Ce n'est pas si différent de la fonction de niveau de l'application Boussole, de sorte que tu as peut-être déjà eu une certaine expérience avec cette fonction. Avec ta nouvelle boîte à outils numérique, ton iPhone va faire de toi la personne la plus bricoleuse de la maison. Crée une vibration personnalisée. De nos jours, nous vivons tous à un rythme effréné.
Et que nous soyons au travail, au cinéma ou à l'école, le plus souvent, notre iPhone est réglé pour vibrer. Bien sûr, il y a des sonneries sympas parmi lesquelles choisir. Mais il n'y a pas beaucoup d'occasions où une petite musique venant de notre poche ne distrait pas ceux qui nous entourent. Ou pire encore, que notre téléphone soit confisqué par un employeur ou un professeur mécontent. Heureusement, il existe de nombreuses options de vibration. Tu en as probablement plusieurs pour différentes occasions et différents contacts. Aucun de ces paramètres ne te convient? Apple a aussi une solution pour cela. Une autre fonctionnalité cachée de l'iPhone permet de créer une vibration personnalisée pour tes alertes. Si tu veux sentir le rythme de ta chanson préférée lorsque ton meilleur ami t'appelle ou t'envoie un texto, ou lorsqu'il est l'heure de te réveiller le matin, tu peux créer ce rythme sur ton iPhone. Une fois de plus, tu devras aller dans ces pratiques réglages, puis dans son et sonnerie. Choisis la tonalité que tu souhaites personnaliser. Touche vibration, puis créer une nouvelle vibration. L'étape suivante consiste à créer ces douces vibrations comme un DJ sans son en tapant du doigt sur l'écran jusqu'à ce que tu obtiennes le rythme silencieux qui te convient. Tu disposes maintenant d'une option de vibration à ton goût. Cela pourrait même faciliter les réveils matinaux. Comme les Beach Boys, tu vas attraper de bonnes vibrations. Picking up good vibrations. Pavé tactile. Avec les smartphones, nous n'avons plus besoin de deux mains pour utiliser un clavier. Il suffit d'un bon doigt. Pourtant, cela peut parfois s'avérer un peu fastidieux, car les fautes de frappe sont faciles à faire. Et tous tes caractères ne peuvent pas tenir en même temps sur ce clavier bondé au bas de l'écran de ton téléphone. Tu peux être en train de taper un long texte et te rendre compte que tu as oublié le R dans le mot « marcher » quelques phrases plus loin. Ce qui pourrait donner à tes amis une fausse idée de ce que tu fais. La correction peut s'avérer fastidieuse, et le plus simple est souvent d'effacer le mot entier et de le réécrire. Du moins, en théorie. Si tu es très attaché à la grammaire dans tes SMS, tu peux passer ton clavier en mode pavé tactile pour faciliter l'édition. Et exact, un autre joyau caché de ton iPhone. Il est aussi très facile d'accès. Il te suffit de maintenir ton doigt sur la barre d'espacement. Toutes les autres touches s'effacent et tu peux déplacer le curseur là où tu veux. Tu n'as plus qu'à enlever ton doigt de la barre d'espacement pour continuer à taper. Un autre aspect fastidieux de l'écriture sur le minuscule clavier de l'iPhone consiste à changer d'onglet pour utiliser les chiffres et les symboles. Cela a peut-être l'air de rien, mais c'est sans doute un peu frustrant lorsque tu dois faire des allers-retours plusieurs fois dans le même message. Cependant, il existe une autre fonction cachée dans le clavier de ton iPhone qui te permettra d'y remédier. Maintiens la touche enfoncée au lieu de toucher l'onglet numérique 1, 2, 3. Et l'onglet chiffres et symboles apparaîtra. Tant que tu le maintiens enfoncé, cet onglet restera ouvert pour choisir ton caractère. Et en le libérant, tu reviendras aux lettres. Bientôt, tu seras assez rapide pour écrire un roman sur ton smartphone. Tu as déjà attaché une ficelle entre deux gobelets en plastique pour pouvoir parler à un ami depuis les deux extrémités de ta maison. Cela pouvait te sembler assez cool à l'époque, mais ce gobelet en plastique ne pouvait pas t'indiquer la météo ou te permettre d'envoyer un email, n'est-ce pas? En effet, nous avons parcouru un long chemin depuis le téléphone à fil. En fait, peux-tu imaginer la vie avant les smartphones? Ils sont devenus presque comme nos vêtements ou les chaussures avec lesquelles nous marchons. C'est l'accessoire que nous utilisons le plus. Maintenant que tu connais certains de ces secrets pratiques, tu seras un pro de l'iPhone. Toutefois, si ces secrets ne sont pas pour toi, c'est vrai, il reste toujours le téléphone à fil. Au moins, il ne tombera pas en panne de charge. Comment savoir si ton téléphone est sur écoute? Quels sont les signes que ton téléphone te surveille à ton insu? Voici quelques conseils pour faire face à ces activités malveillantes. Imagine que tu ouvres un onglet sur le navigateur de ton téléphone ou que tu discutes avec ton âme sœur sans savoir qu'un inconnu surveille tout ça. Comment te sentirais-tu? L'agresseur, appelons-le ainsi, peut voir les sites que tu consultes et avec qui tu te connectes, mais il ne pourra peut-être pas voir tes messages. Tout dépend de la manière dont il a choisi de te pister. Si tu installes une appli provenant d'un App Store alternatif, ta vie privée peut être en danger. Il se peut que tu installes cette application sans savoir qu'elle est nuisible. Il se peut également que tes identifiants soient divulgués suite à une opération d'hameçonnage. Enfin, si le logiciel de ton appareil est obsolète depuis 1 an ou plus, il sera plus vulnérable aux attaques. Comment savoir si un smartphone est surveillé?
Le premier indice est une utilisation excessive des données en arrière-plan. Sois vigilant. Si leur consommation est supérieure à la normale, cherche à savoir ce qui consomme le plus de données. Un hotspot est-il activé ? Vérifie les appareils connectés et prends garde à ceux qui ne sont pas autorisés. Le deuxième indice est l'historique du navigateur. Un agresseur peut ouvrir un site d'hameçonnage à distance. Si tu vois quelque chose d'anormal dans ton historique, c'est mauvais signe. Le troisième indice est une batterie qui se vide rapidement. Il fut un temps où les batteries ne duraient pas très longtemps. Mais sur les modèles récents, elles peuvent durer plusieurs jours. Si ton appareil possède une bonne batterie mais que celle-ci se vide soudainement, tu dois vérifier les applications en arrière-plan. Le dernier indice est le redémarrage intempestif. Bien sûr, il peut s'agir d'un problème matériel, mais pourquoi courir le risque ? Tu peux consulter un expert pour savoir si ces redémarrages sont liés à un logiciel malveillant téléchargé sur ton téléphone. La question à 1 million d'euros. Comment éviter le pistage ? Tu peux acheter un bloqueur de signaux anti-traçage. Ce modèle vendu sur Amazon peut également être utilisé comme portefeuille. Ton téléphone sera déconnecté et son GPS désactivé. Il empêchera le pistage. Les cartes de crédit avec capteur magnétique seront également protégées dans cet étui qui possède aussi une fonction anti-radiation. Mais c'est une solution un peu extrême. Après tout, tu veux rester joignable et pouvoir utiliser ton téléphone. À quoi te sert-il si tu le gardes en permanence dans un étui qui bloque les signaux ? Voici quelques conseils faciles pour protéger ta vie privée. D'abord, désinstalle les applications inconnues. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Appuie sur « Supprimer ». Comme je l'ai dit plus haut, les pirates te surveillent généralement grâce aux applications. Il est possible de dresser une liste noire. Pour éviter les conséquences fâcheuses, télécharge toujours tes applis sur des App Store officiels. Les applications suspectes peuvent se faufiler dans Google Play et dans l'App Store. Mais leur nombre sera certainement inférieur que sur un site alternatif. Pour protéger ton téléphone, tu peux aussi créer de bons mots de passe et activer l'authentification à 2 facteurs sur tes comptes les plus sensibles. Un code PIN fiable est aussi très utile, car il est plus difficile d'installer des logiciels espions si l'appareil est verrouillé. Il est possible d'utiliser un système de sécurité pour renforcer encore cette protection. Il est tentant d'utiliser un réseau Wi-Fi public au lieu de ses propres données, surtout si l'on se trouve dans un autre pays pour les vacances ou pour d'autres raisons. Malheureusement, si le Wi-Fi n'est pas protégé par un mot de passe, il est risqué de s'y connecter. Les pirates informatiques utilisent beaucoup les réseaux publics. Ils y mènent des cyberattaques et volent des données sensibles. Si tu soupçonnes encore que quelqu'un te piste, réinitialise ton téléphone. C'est la chose la plus efficace que tu puisses faire. Car même si tu supprimes toutes les applications, il peut rester un fichier nuisible. Mais sauvegarde d'abord toutes les données avant de réinitialiser l'appareil. Tu ne voudrais pas supprimer par erreur cette super vidéo de ton toutou, n'est-ce pas ? Je t'ai enseigné comment éviter d'être pisté. Pourtant, dans certaines situations, tu auras toi-même besoin de localiser ton téléphone. Si par hasard, tu l'égarais. Il existe des produits commercialisés par les fabricants de smartphones eux-mêmes, mais tu trouveras pas mal d'options moins chères sur Amazon. Ce tracker est facile à connecter et propose une sonnerie qui te permettra de retrouver facilement ton gadget ou d'autres accessoires importants. Imaginons que tu parles de ce traceur Bluetooth à un ami dans un café. Au bout d'un certain temps, ton compte Instagram débordera de publicités pour des traceurs similaires. Est-ce une coïncidence ou ton téléphone t'écoute-t-il ? Pour faire bref, oui, nos téléphones nous écoutent. Les assistants virtuels comme Siri ou Alexa écoutent ta voix en permanence. C'est logique en théorie. Ton assistant doit t'écouter pour pouvoir recevoir tes ordres. Mais les choses ne sont pas si simples. En 2019, un rapport a révélé que Siri s'active parfois par erreur et se met à enregistrer les conversations. Certains de ces enregistrements peuvent concerner des sujets intimes. On dit qu'Apple sélectionne au hasard de petits bouts de conversation afin de les faire analyser par Siri. Ainsi, ils peuvent améliorer la qualité de leur service. Et il ne s'agit pas seulement d'Apple. Presque tous les systèmes d'assistants vocaux fonctionnent de cette manière. Mais pourquoi voyons-nous toutes ces publicités ? Pour faire simple, les assistants vocaux sont comme des moteurs de recherche. Si tu fais une recherche sur un moteur quelconque, tu verras bientôt des publicités correspondantes. Si tu ne te sens pas en sécurité et que tu veux que ton téléphone cesse de t'écouter, tu as plusieurs options.
Tu peux par exemple remplacer ton smartphone par un pigeon afin de communiquer. Le plus gros problème, c'est qu'il faudra le nourrir et payer les frais de blanchisserie de tes destinataires. Je plaisante. Ton téléphone t'écoute par l'intermédiaire de son micro. Tu peux désactiver Siri et ses équivalents. Après avoir désactivé ses assistants, va voir les applis qui ont accès à ton micro. Si une appli te demande l'accès à beaucoup trop de choses, méfie-toi. Une appli de vente de vêtements a-t-elle vraiment besoin d'accéder à ton micro ? Probablement pas. Enfin, tu peux aussi envisager d'utiliser un VPN pour sécuriser ton activité de navigation manuelle. Bien, mais qu'en est-il de la légalité sur ce sujet ? La réponse se trouve dans la petite case que nous cochons dans les conditions générales d'utilisation. Nous autorisons ces entreprises à collecter nos données en nous imaginant qu'elles ne les utiliseront ni ne les vendront de manière illégale. Savais-tu que Tim Cook, le PDG d'Apple, a déclaré un jour qu'il y avait plus d'informations sur toi dans ton iPhone que dans ta maison ? Apprête-toi à être étonné et effrayé. Ton téléphone en sait énormément sur toi. Les entreprises collectent des données sur tes déplacements et ta position, mais elles peuvent aussi localiser tes amis. Prenons l'exemple de Mes Amis d'Apple. Je sais que cette appli est très utile quand on est dans un lieu très fréquenté, mais lorsque tu l'utilises, ton téléphone enregistre toutes les données sur les endroits que tu as visités, le temps que tu y as passé et les personnes que tu y as rencontrées. Ton téléphone peut même connaître ton humeur. Parfois, tu la rends publique sur les réseaux, mais les données de fond suivies par ton smartphone témoignent aussi de ce que tu ressens. Une étude a été réalisée à l'aide d'une combinaison de capteurs pour déterminer les états d'âme d'une personne. Ça a duré 4 mois. Les chercheurs ont donné des smartphones à 12 patients et leur ont demandé d'en faire leur appareil principal. Les résultats sont intéressants. Ils ont pu révéler que les données d'activité et de localisation de l'appareil permettaient de prédire les changements d'humeur des patients avec une précision de 94%. Les mots de passe sont un autre élément crucial. Tu n'as pas besoin de mémoriser tous les mots de passe parce que ton téléphone et ton compte Google s'en souviennent pour toi. C'est très pratique, je sais. Mais les mots de passe enregistrés peuvent ainsi être accessibles à toute personne qui s'introduit dans ton téléphone. Ton smartphone sait à quelle fréquence, quand et pourquoi tu t'en sers. Ton cycle de sommeil, tes habitudes sportives, la liste est aussi longue que de la mozzarella sur une pizza. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller vérifier mon téléphone pour voir si je suis bien protégé. Ma mission ici est terminée. Drum, basse, drum, basse, drum, basse, drum. Tu te pavanes dans la rue, les écouteurs sur les oreilles, en essayant de paraître cool. Mais à l'intérieur, tu es effrayé par ce qui t'arrive. Il y a 5 minutes, tu as réalisé que tes écouteurs étaient coincés dans tes oreilles. Ce n'est pas une blague, tu essaies de les retirer, mais ils ne cèdent pas. La musique n'aide pas non plus. C'est comme s'ils faisaient déjà partie de ta tête. Ces mignons petits écouteurs Bluetooth se sont en quelque sorte fondus dans tes oreilles. Quand est-ce que c'est arrivé ? Tu rentres chez toi en te pavanant et tu essaies de les retirer à nouveau avec plus de force cette fois. Mais rien à faire. C'est comme essayer de s'arracher un doigt. La seule solution est de s'endormir et espérer que demain tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Bonne nuit. Il est 5h du matin. Tu t'assieds et tu ressens une douleur. Tu as dormi une grande partie de la nuit sur le côté gauche, ce qui a contribué à enfoncer un écouteur encore plus profondément. Maintenant, c'est si douloureux que tu ne peux même pas le toucher. Pas le temps de prendre un petit déjeuner, tu sors de chez toi en courant et tu te rends à l'hôpital le plus proche. Le docteur réagit comme s'il venait de voir un fantôme, ce qui n'est jamais bon signe. Il admet qu'il n'a jamais été témoin d'une telle chose dans sa vie. La radiographie le confirme, les écouteurs sont devenus une partie de ton crâne et tu ne peux rien y faire. Il te recommande de ne plus dormir sur le côté et de ne pas écouter trop de musique. En parlant de musique, demande-t-il, à quel gadget es-tu connecté en ce moment ? Tu pointes du doigt ton téléphone, puis ta chanson préférée commence à jouer. Bizarre. Tu regardes le docteur et à ce moment précis, ta chanson change pour un truc pop et entraînant. Cette dernière n'est même pas sur ta playlist. C'est horrible. Oh, cool. Oublie ça, elle s'est éteinte toute seule. Non, attends, c'est toi qui l'as fait ? Tu viens d'arrêter la chanson avec ton esprit. Génial ! Tu quittes l'hôpital et tu rentres chez toi en écoutant une chanson triste. Il commence à pleuvoir, tu as l'impression que ta vie est gâchée. Comment vas-tu survivre avec des écouteurs attachés à tes oreilles ? Toutes ces pensées négatives et bam ! Une autre chanson.
Mais cette fois, tu n'as rien fait. Alors, quelle musique est-ce que tu écoutes? Tu remarques un gars qui marche droit vers toi. Tu t'arrêtes et tu attends qu'il passe. Une fois qu'il est à un demi-pâté de maison, la musique s'arrête. Une femme portant des vêtements élégants et des écouteurs arrive au coin de la rue et tu entends soudain du rock indépendant. Maintenant, tu t'arrêtes à un feu rouge et tu entends 5 genres musicaux différents, tous en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Avec ton pouvoir mental, tu transformes tout ce bruit en une chanson apaisante. Un skateboarder passe devant toi. Tu entends du garage rock de la vieille école. Attends une minute, je peux écouter les playlists des autres. Tu ne te sens plus si triste, tu te sens comme un super-héros. Pas vraiment le plus grand des super-pouvoirs, mais quand même, tu peux t'estimer heureux. Tu passes devant un chantier de construction et tu regardes un jeune homme qui soulève des poutres en bois. Tu entends un doux dubstep, puis l'homme qui manœuvre la grue attire ton attention. De la musique country commence à retentir dans tes écouteurs. Tu avances sur le trottoir et tu écoutes les chansons préférées de tous les passants. Il y a une petite vieille à lunettes qui sort d'un grand magasin. Tu la regardes, elle te fait un clin d'œil. Puis tu entends tout un tas de hip-hop. Yo, mamie! Tu vas plus loin et tu vois une belle femme. Les nuages se dispersent et les rayons du soleil tombent sur son visage. Elle flâne et sourit. Tu repères les écouteurs dans ses oreilles. Waouh! C'est comme si un laser venait de traverser ton cerveau. Elle diffuse une sorte de growl rock au volume maximum. À la fin de la journée, tu es épuisé d'écouter les playlists des autres. Il est temps de prendre un peu de silence bien mérité. Tes oreilles te démangent énormément, mais tu n'arrives pas à y mettre les doigts. La peau de tes oreilles commence à être irritée. Ce super pouvoir empire de minute en minute. Le lendemain, tu essaies de te laver les oreilles, alors tu verses de l'eau dedans. Mais rien ne ressort. C'est mauvais signe. Un surplus d'humidité dans l'oreille peut provoquer l'apparition et le développement de nombreuses bactéries. Tu commences à te sentir bizarre et tu finis à l'hôpital. Le docteur dit qu'il te sera impossible de vivre comme ça, du moins à long terme. Les écouteurs irritent ta peau, les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène, toute cette saleté et cette activité microbienne peuvent sérieusement endommager ton audition. Ok, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu embauches un scientifique farfelu pour créer des bâtonnets électroniques ultra fins pour nettoyer les oreilles. Chaque tube est flexible et assez fin pour être glissé dans les écouteurs. L'un des bâtonnets élimine toutes les bactéries avec un désinfectant et refroidit l'oreille pour éviter qu'elle ne gonfle trop. Le second bâtonnet est comme un mini séchoir à cheveux qui s'occupe du surplus d'humidité à l'intérieur. Tout cela implique d'aller chez le médecin 2 fois par semaine. Au bout d'1 mois, tu découvres que ton audition se dégrade petit à petit. Ces petits bâtonnets ne font rien. Ta vie commence à ressembler à une playlist aléatoire constante. Tu n'arrives même plus à dormir la nuit. À 3h du matin, une voiture passe et tu entends un synth-pop excentrique. Les voisins rentrent tard et tu te réveilles avec leur playlist épique des années 80 « We made it through another day ». Tu peux contrôler ce que tu entends, mais seulement si tu es éveillé. Il est temps de prendre des mesures drastiques. Tu loues une maison à l'orée d'une forêt où personne ne peut te déranger. Maintenant que tu peux enfin dormir, tu commences à réaliser que c'est super intéressant d'écouter la musique des autres. Tu arrives à mieux les comprendre. Tu as un ami qui est toujours en train de plaisanter et qui aime s'amuser, mais pour une raison quelconque, sa playlist ne contient que des chansons tristes et sombres. Un jour, tu décides de lui parler à cœur ouvert. Tu découvres qu'il est vraiment malheureux, mais qu'il a juste pris l'habitude de le cacher derrière un masque de joie. Après quelques semaines passées ensemble, tu commences à entendre de la bonne musique positive sur son téléphone. C'est grâce à toi. Assez vite, tu décides de prendre une pause avec la musique. Et maintenant, tu es à fond dans les podcasts et les cours audio éducatifs. Tu apprends de nouvelles langues à une vitesse folle, puisque tu peux les écouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu apprécies tout, des conférences sur la physique quantique aux interviews de pilotes de Formule 1. Tes écouteurs te rendent incroyablement intelligent. Un jour, alors que tu écoutes des cours sur les sources d'énergie renouvelables, tu te demandes « Comment se fait-il que tes écouteurs soient encore chargés ? Ne devrait-il pas s'être éteint depuis longtemps ? Tu te rends au centre de recherche en physique le plus proche et tu parles aux scientifiques de ton cas unique. Après de nombreuses investigations, il s'avère que tes écouteurs tirent leur énergie de minuscules charges électriques créées par ton corps. Ils découvrent également que ta peau et tes cartilages ont fusionné avec le caoutchouc et le plastique de tes écouteurs.
Ils font désormais officiellement partie de ton organisme. Tes oreilles s'adaptent à ces nouvelles conditions et développent leur propre système immunitaire. Tu n'as plus besoin d'aller chez le médecin pour un nettoyage. Tout ce que tu as à faire, c'est d'essuyer la partie extérieure de tes écouteurs. Plus besoin de s'inquiéter de ton état de santé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Wouhou! Une nuit, tu écoutes de la musique classique et soudain, elle s'éteint. Tu entends un son sourd et bizarre. Est-ce que ce sont des voix humaines? Ou une sorte de machine ou un animal? Non, ce sont des voix. Mais elles sont trop silencieuses, trop brouillées. Tu n'arrives pas à comprendre de quoi elles parlent. Au début, ça ne te dérange pas trop, mais les voix commencent à te visiter toutes les nuits. Elles parlent différentes langues, tout cela est tout simplement effrayant. Tu as peur. Tu deviens fou ou quoi? Tu as peur de dormir avec les lumières éteintes. Un jour, tu te réveilles au son de centaines de voix différentes. Elles crient ou rient ou te demandent quelque chose. Tu sors en courant de ta chambre et tu vas sur le balcon pour prendre l'air. Soudain, vlan! Les voix s'arrêtent et tout ce que tu entends est un doux jazz. Tu sors, très vite tu es entouré d'une forêt, il n'y a personne autour. Tu remarques que le volume et la qualité du son changent au fur et à mesure que tu bouges tes pieds. Tu lèves les yeux, il y a une antenne massive. Waouh! Tes écouteurs doivent être connectés d'une manière ou d'une autre. Tu as écouté la radio pendant tout ce temps. Si ton téléphone passe rapidement de 15% à seulement 1% de charge, cela signifie que la batterie est un peu trop vieille ou qu'elle est même endommagée. Parfois, il peut rester 20%, mais le téléphone s'éteint soudainement au milieu d'un appel téléphonique important. Tous ces indices montrent que la batterie n'est pas en bon état et que tu devrais la changer. Si ton téléphone reste longtemps à 1%, cela signifie que la batterie a plus de capacité restante que ce qu'il avait estimé. Soit dit en passant, aucune batterie moderne ne peut être entièrement chargée ou vidée. On peut rapidement améliorer la longévité de la batterie. Tout d'abord, il faut limiter l'utilisation des widgets. Essaie de ne pas ajouter trop de widgets et limite l'utilisation de ceux qui nécessitent beaucoup de données pour maintenir les informations à jour. Au fait, si rien n'explique le fait que ton téléphone se vide aussi vite, pense à la cybersécurité. Cela peut parfaitement être un indice que quelqu'un te surveille, toi et tes données. Comment je sais tout ça? Eh bien, disons que j'ai eu une autre vie avant celle-là, tu vois. Hé, arrête de rire! Ton téléphone peut chauffer pour de nombreuses raisons, notamment une utilisation excessive, des applications fonctionnant en arrière-plan, des programmes défectueux, des logiciels malveillants ou s'il a été exposé à une chaleur excessive ou au soleil. Parfois, cette chaleur est normale, mais si ton téléphone surchauffe régulièrement, cela peut être dû à de graves problèmes. Si ton téléphone se vide à 0% chaque fois que tu quittes ta maison en hiver, tu dois vérifier la santé de la batterie dans les paramètres. Les batteries de téléphone, comme toutes les batteries rechargeables, ont des composants spéciaux qui perdent de leur efficacité avec le temps. Si l'état de la batterie est inférieur à 85%, il faut envisager de la changer. Sinon, le téléphone se videra chaque fois qu'il fera froid dehors. N'oublie pas de recharger parfois ton ancien téléphone après en avoir acheté un nouveau si tu veux conserver ton ancien compagnon au cas où. Un manque de charge peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Il en va de même pour les consoles de jeux, les ordinateurs portables, les tablettes et tout autre gadget que l'on charge. Si tu charges ton téléphone et que tu l'utilises en même temps, tu peux troubler un peu la batterie. Ainsi, le téléphone va se charger un peu, puis l'application ou ce que tu fais va dévorer cette énergie et le chargeur va recharger la batterie à nouveau. Ces cycles courts fatiguent la pile et réduisent sa durée de vie. Tu peux aussi optimiser ta batterie en désactivant toutes les applications que tu n'ouvres que de temps en temps et que tu oublies de fermer. Certaines applis sont particulièrement gourmandes en matière de longévité de ton téléphone. La plupart d'entre elles sont ce que nous appellerons les fameux réseaux sociaux. Toujours est-il que cela fonctionne parfaitement, mais avec les Android uniquement. Si tu as un iPhone, le nombre d'applications qui tournent en arrière-plan ne fait aucune différence, à moins qu'il ne s'agisse d'applications de réseaux sociaux. On pourrait les appeler des mangeurs de batterie. De plus, aucune application ne peut t'aider à ralentir la décharge de ta batterie. Donc celles qui vérifient l'utilisation du stockage et aident à nettoyer la mémoire du téléphone ne sont jamais utiles. Tu peux maintenant faire toutes ces choses que j'ai mentionnées toi-même. Les utilisateurs d'iPhone savent que leur téléphone manque rapidement de mémoire et même si tu supprimes certains fichiers, cela ne sert à rien. Va dans Réglages, Stockage de l'iPhone et vérifie que les photos récemment supprimées sont vraiment supprimées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans les sections de stockage. Attention, tes messages peuvent contenir des fichiers lourds. Tu peux donc limiter la durée de conservation du message si tu as un iPhone. Dans l'historique des messages, appuie sur la touche « Conserver les messages ». Par défaut, cette option est réglée sur « Pour toujours ». Mais tu peux choisir de les conserver pendant 1 an ou même seulement 30 jours. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire opérationnelle de ton téléphone pour qu'il fonctionne mieux et plus vite. Pour les iPhones, va dans Paramètres, Général, Accessibilité, Assistive Touch et active-le.
Appuie sur plus, puis moins, et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Clique sur le bouton Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. Voilà, si tu vois la notification Enter Pass après l'avoir fait, cela signifie que tu as réussi. C'est beaucoup plus facile avec les Android, cependant, car certains d'entre eux ont généralement le bouton Effacer la mémoire dans la section RAM. Il serait préférable de ne pas charger ton téléphone dans une voiture. Les voitures ont généralement moins d'électricité que ce dont un téléphone a besoin pour se recharger complètement. Si tu utilises un port USB à faible puissance, ton appareil va commencer à consommer de l'énergie à un rythme beaucoup plus rapide que ce que le port peut supporter. Cela peut même endommager le chargeur. Au final, ton téléphone se chargera à peine. Une voiture n'est pas le meilleur endroit, mais une voiture de location est ce qu'il y a de pire. Le port USB y est essentiellement public, alors pense à la cybersécurité. Pour rendre ta charge plus sûre, tu peux utiliser ton propre adaptateur. Ne branche pas ton téléphone dans une gare. Il est parfois préférable de passer quelques heures dans un train à regarder par la fenêtre plutôt que de charger son téléphone dans une gare avant de monter dans le train. Le juice jacking est un problème majeur des stations de recharge publiques. En effet, il est possible d'extraire tes données via un port USB. Ta maison peut aussi être dangereuse pour la recharge de ton téléphone. Bon, seulement dans des circonstances particulières, comme la foudre. En effet, ne charge jamais ton téléphone pendant un orage. La tension monte et descend, ce qui peut être assez stressant pour l'appareil. Ce n'est pas vrai que ta carte SIM peut te suivre à la trace. La carte SIM elle-même ne peut pas être tracée. Il s'agit du numéro IMEI de chaque téléphone. Si ton téléphone portable est allumé, il est transmis à la tour cellulaire la plus proche. Une carte SIM ne peut pas te localiser, mais ton iPhone se souvient de tous les endroits que tu as visités récemment. Pour le vérifier, va dans Paramètres, Vie privée, Services de localisation, Service système. Ton téléphone a rassemblé tes lieux préférés dans Emplacements fréquents. Les appareils Android peuvent faire de même. Ouvre Historique des emplacements dans Google Maps. Ne charge pas ton téléphone dans les cafés. Le juice jacking est un problème là aussi. De plus, les capacités du port USB ne sont pas assez puissantes. Mais si tu utilises une prise normale et non un port USB, tu ne risques rien. Il n'est pas vrai que la 4G consomme plus de données que la 3G. Les pages que tu télécharges sont les mêmes, peu importe ce que tu utilises, 3G ou 4G. C'est comme manger une pizza. Si une personne la mange plus vite que la seconde, c'est une question de vitesse et non de taille de la pizza. Il en va de même pour la 5G. Maintenant j'ai faim. Il y a quelque chose que tu peux faire pour contrôler l'utilisation des données. Désactive les applications qui utilisent beaucoup de données. Désactive le téléchargement automatique de fichiers vers l'un de tes clouds. Supprime toutes les mises à jour automatiques. Si tu veux de la musique ou un podcast, télécharge-le avant. Le streaming absorbe toutes tes données. Le minuteur de ton iPhone est bien plus utile qu'il n'y paraît. Si comme moi tu aimes t'endormir au son de ta musique préférée ou d'une autre vidéo YouTube, va dans l'horloge, touche le minuteur et sélectionne la section « Quand le temps se termine ». Fais défiler la liste jusqu'à ce que tu vois le bouton « Arrêter la lecture ». Cette fonction permet d'arrêter toutes les applications multimédia, comme la musique, toutes les fenêtres qui diffusent des sons ou des vidéos, et même l'application YouTube. Très pratique si tu t'es déjà réveillé à 3h du matin en pleine vidéo qui défilait en lecture automatique. Pour les iPhones, appuie et maintiens le bouton du minuteur, celui que tu vois lorsque tu glisses vers le haut et que tu vois un menu d'accès rapide. Tu verras apparaître l'échelle de temps que tu dois faire glisser. Le seul inconvénient est que tu peux programmer la minuterie pour un minimum d'1 minute et un maximum de 2 heures. La même chose fonctionne avec une lampe de poche. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et de le maintenir enfoncé pour régler la luminosité. Tu peux prendre des photos sans avoir assez de mémoire. Si tu manques de mémoire mais que tu as absolument besoin de prendre une photo, voici une astuce. Ouvre l'une de tes applications comme Instagram ou Facebook et prends une photo lorsque tu commences un nouveau post. C'est fait! La photo sera dans la liste de ton appareil photo. Le fichier d'image de l'iPhone ne contient pas seulement les photos de tes adorables carlins. Appuie sur Sélectionner dans le coin supérieur droit, puis sur la photo dont tu as besoin. Dans le coin inférieur gauche, tu verras un carré avec une flèche. Vas-y! Fais défiler l'écran vers le bas et regarde ce que tu peux faire. Dupliquer la photo, l'utiliser comme fond d'écran ou même la cacher à ceux qui aiment mettre leur nez dans la vie des autres. Une autre façon de cacher une photo est de la couper à la taille minimale. Lorsque tu auras besoin de la récupérer, il te suffira de revenir à l'original. C'est tout pour aujourd'hui, de la part du pro des téléphones. De rien et passe une bonne journée. Savais-tu que le voyage dans le temps était une réalité ? En fait, tu voyages dans le temps en ce moment même. À chaque seconde de cette vidéo, tu te déplaces d'1 seconde dans le futur. Mais il y a une personne sur Terre qui a réussi à voyager dans le temps et à se projeter dans le futur de 0,02 secondes. Et ce n'est absolument pas la limite. Voici Sergueï Krikalev. C'est un astronaute qui a passé 803 jours, 9 heures et 39 minutes dans la Station spatiale internationale. C'est la clé de son voyage dans le temps.
Le fait est que pour deux objets dont l'un est immobile et l'autre en mouvement, le déroulement du temps est différent. Autrement dit, si nous considérons notre planète comme un objet et l'ISS comme un autre, le temps sur Terre et sur l'ISS s'écoulera différemment. Mais cela ne suffira pas à affecter le temps de manière significative. Nous devons examiner la gravité. Plus l'objet est grand, plus sa force gravitationnelle est forte. Par exemple, sur la Lune, tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds que sur Terre, car la Lune est légère. Mais sur Jupiter, on peut à peine se tenir sur ses pieds, car elle est lourde et sa gravité est beaucoup plus forte. La gravité déforme l'espace-temps lui-même. Imagine un trampoline ou un drap tendu. Tant qu'il n'y a rien dessus, l'espace-temps est régulier et le temps est le même partout. Mais pose un objet lourd dessus et tu verras un trou se former. Imagine maintenant que tu mets un objet lourd comme la planète Terre au centre de la feuille. Elle pèse 6 tonnes plus 21 zéros. Elle déformerait tellement notre feuille que le temps s'écoulerait différemment au centre que dans un endroit où l'espace-temps est plat. Et plus l'objet est lourd, plus la distorsion est grande et plus le temps passe lentement. Par exemple, près du Soleil, le temps passe encore plus lentement que sur notre planète, car il est plus de 300 000 fois plus lourd. Ou bien prends un trou noir. Même un petit trou noir pèse des dizaines ou des centaines de fois plus que le Soleil. Et les trous supermassifs sont des millions et des milliards de fois plus lourds. Ils déforment tellement l'espace-temps que le temps s'arrête pratiquement auprès d'eux. Donc notre héros, Sergueï Krikalev, a utilisé cette même méthode pour voyager dans le temps. Il n'était juste pas au cœur de ce vortex espace-temps, mais sur l'ISS. C'est à un endroit de l'espace-temps où la courbure de la feuille n'est pas si forte, et le temps est allé un peu plus vite pour lui que pour nous. Juste un petit peu. Et si tu passes assez de temps là-bas, progressivement, tu commences à être en avance sur les gens ici sur Terre. Sergueï aurait pu aller beaucoup plus loin dans le temps, mais une autre loi de la physique l'en empêchait. Il s'agissait de la cohérence entre l'espace et le temps. Si tu es debout, tu te déplaces seulement dans le temps, mais si tu cours en avant, tu te déplaces à la fois dans le temps et dans l'espace. Plus tu cours vite dans l'espace, plus tu te déplaces lentement dans le temps. La Station spatiale internationale se déplace autour de notre planète à une vitesse de 7,66 km par seconde. Cette vitesse a ralenti le mouvement de Sergueï dans le temps. Ainsi, après plus de 2 ans passés dans l'ISS, il a seulement voyagé dans le temps de 0,02 secondes. Voici un moyen pour toi de voyager dans le temps. Assois un ami à une table et donne-lui une montre. Mets l'autre sur ton propre bras et commence à courir autour de la table. Si tu cours assez vite et assez longtemps, tu remarqueras que l'heure sur ta montre et celle de ton ami est différente. Voilà, tu as voyagé dans le temps. Mais il y a d'autres façons d'aller dans le futur. Le premier moyen est de se rapprocher d'un trou noir. Le plus proche se trouve à un peu plus de 1000 années-lumière de notre système solaire. Tu sautes dans ton vaisseau spatial qui va plus vite que la lumière et tu arrives là-bas. Tu dois voler aussi près que possible de son centre, à la limite de l'horizon des événements. L'espace-temps est tellement déformé ici qu'une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois sur Terre. Donc reste ici pendant quelques minutes, puis rallume les hyperpropulseurs et envole-toi. Bien sûr, il faut être prudent. Les trous noirs sont si lourds que rien ne peut échapper à leur force gravitationnelle. Même la lumière, qui est la chose la plus rapide dans l'univers, ne peut pas échapper à son emprise. Mais ce n'est pas un problème pour toi et tu es déjà sur ta planète d'origine. Waouh! Il s'est passé des décennies sur Terre pendant que tu étais absent. Il y a des voitures volantes, des robots et des hologrammes partout. Une autre option est de voyager à la vitesse de la lumière. Toi et ton ami êtes sur la ligne de départ dans un stade, et l'un de vous a un chronomètre. Appuie sur Départ. Tu cours à la vitesse de la lumière autour de la Terre plusieurs fois, et tu termines. Arrête le chrono. Le temps avec lequel tu as réalisé ton sprint est inférieur à celui de ton ami qui est resté immobile. Mais il existe un paradoxe des jumeaux sur lequel les scientifiques se creusent encore les méninges. Il s'agit de savoir ce qu'il faut prendre comme point de référence. Si le centre du système de coordonnées est une personne immobile et que l'autre personne court à la vitesse de la lumière, l'horloge du coureur sera en retard après la course. Parce qu'il se déplace non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, tu te souviens. Mais si tu prends le coureur comme point de référence, c'est la personne immobile qui était en mouvement par rapport à lui. Et donc, l'horloge de la personne statique devrait être en retard. Le résultat de l'expérience est donc que les horloges des deux personnes, le coureur et la personne statique, indiquent la même heure.
C'est le paradoxe des jumeaux. Une autre façon de tricher avec les lois de la physique et d'arrêter l'écoulement du temps est de faire la planche. Ensuite, le temps s'arrête pour toi. Bon, je plaisante. En supposant que le voyage dans le temps soit possible, il y a tout un tas de problèmes et de paradoxes qui lui sont liés. Par exemple, à 12h, tu es en train de construire une machine à remonter le temps. À 12h30, tu as fini de la construire. Puis à 13h, tu entres dans la machine dans un seul but. T'empêcher de construire toi-même la machine à remonter le temps. Ensuite, tu remontes le temps à 12h20, quand la machine est pratiquement terminée, et tu casses un de ses éléments pour qu'elle ne puisse pas être construite dès le départ. Mais si ta version plus jeune n'a pas pu construire de machine à remonter le temps, il n'y a aucun moyen pour toi de remonter le temps non plus, non ? Ou si tu as bel et bien construit une machine à remonter le temps et que tu es retourné à l'époque où ton père avait un rendez-vous avec ta mère, tu sabotes leur rendez-vous et ils se séparent. Dans ce cas, ta naissance aurait été impossible. Mais si tu n'étais pas né, tu ne serais jamais revenu dans le passé pour gâcher le rendez-vous de ton père. Et donc rien n'aurait interféré avec ta naissance. Waouh, les choses deviennent trop compliquées. Ok, il y a des moyens plus simples de voyager dans le temps. Par exemple, les moyens biologiques. Je parle de la congélation. Si tu congèles ton corps, tu voyageras dans le temps avec le reste du monde. Mais tu seras endormi pendant tout ce temps. Et quand tu te réveilleras, tu seras dans le futur. D'ailleurs, les animaux qui hibernent en hiver, comme les ours, voyagent dans le temps. Ils sautent simplement les saisons hivernales où ils ont faim. Mais il y a un problème avec ça. Quand on gèle, l'eau de nos cellules et de nos tissus se transforme en glace. Et du coup, elles se sentent déshydratées comme dans un désert. On peut éviter cela en utilisant des produits chimiques pour les protéger. Mais le plus dur est le réveil. Nos scientifiques ne peuvent pas dégeler un organisme vivant sans risque. Donc pour l'instant, congeler un corps est un voyage sans retour. Mais nous avons bon espoir que les scientifiques du futur trouveront un moyen d'éviter que les cellules et les tissus soient endommagés. Ils ouvriront alors les réfrigérateurs avec des gens et réveilleront tout un tas de voyageurs dans le temps. Et c'est une aventure assez coûteuse. Congeler un corps entier peut coûter 200 000 $ ou plus. Mais beaucoup de gens croient que le voyage dans le temps est déjà une réalité. Et certains voyageurs dans le temps ont été pris en photo ou filmés par des caméras. Par exemple, cette photo de 1941. On voit des hommes en costume et des femmes avec des chapeaux élégants. Et parmi eux, ce type avec des lunettes futuristes et un sweat à capuche. Ou cette photo où l'on peut voir une femme en arrière-plan, qui parle sur son téléphone portable. Waouh, c'était il y a environ un siècle. Et à l'époque, personne ne pouvait imaginer ce qu'était un téléphone portable. Ces faits s'expliquent facilement. L'homme sur la photo porte des lunettes qui ont été fabriquées en 1920. Et le t-shirt et le sweat à capuche existaient déjà à cette époque. Et la femme qui parle au téléphone portable tient en fait un acousticon dans sa main. C'est une sorte d'appareil auditif, l'un des premiers de son genre. On peut donc dire une chose avec certitude, le voyage dans le temps est encore un rêve pour tout le monde. Sauf pour Sergei Krikalev, qui a bien réussi à tromper les lois de la physique et à avoir 0,02 secondes d'avance sur tous les habitants de la Terre. Plus il y a de barres sur l'écran de ton gadget, plus la qualité du réseau est bonne. En réalité, le nombre de barres indique uniquement la puissance du réseau. Il n'a rien à voir avec la qualité de la connexion. Par exemple, si tu te trouves juste à côté d'une tour cellulaire, l'écran affichera un maximum de barres de réseau. Mais si de nombreux utilisateurs sont connectés à ce même réseau, la qualité du signal sera mauvaise. Les appels peuvent alors être interrompus et l'Internet est plus lent que d'habitude. Ton téléphone peut toujours être suivi, même si tu as désactivé les services de localisation et le GPS. Il est possible de déterminer où se trouve ton appareil en recueillant les données de ses capteurs, comme le gyroscope ou l'accéléromètre. Il peut également être suivi via les tours de téléphonie mobile et les réseaux Wi-Fi. On croit souvent à tort que plus l'appareil photo a de mégapixels, plus la qualité des photos est élevée. En réalité, le nombre de mégapixels ne fait que vous donner la possibilité de zoomer, de recadrer et d'imprimer des posters plus grands. Si tu désactives le Wi-Fi et le Bluetooth lorsque tu ne les utilises pas, tu peux économiser de la batterie. Eh bien, si tu utilises activement ces services et que tu les éteins, cela fera une différence. Mais si ces services Bluetooth et Wi-Fi sont inactifs, ils n'affectent pas la vitesse à laquelle la batterie se décharge. Si ton ordinateur fonctionne plus lentement que d'habitude ou a tendance à planter, cela ne signifie pas nécessairement que ton appareil a attrapé des virus. Il se peut qu'il effectue trop d'opérations en arrière-plan en ce moment même. Ton ordinateur peut être en train de vider le cache de navigateur Internet, de fermer des programmes que tu n'utilises pas, etc.
Une résolution plus élevée ne garantit pas toujours un affichage de meilleure qualité, ni bien plus lumineux. La résolution n'est qu'un des nombreux facteurs qui affectent la qualité de l'écran de ton smartphone. Beaucoup de choses dépendent du type de moniteur utilisé sur ton appareil. Par exemple, les écrans LCD peuvent avoir des couleurs plus vives, mais les appareils OLED ont de meilleurs contrastes. Il est vrai qu'une batterie plus grande est plus puissante, mais la quantité de courant qu'elle possède dépend de la manière dont cette puissance est utilisée par l'ensemble du système. En d'autres termes, un gadget doté d'une batterie plus petite peut en faire durer plus longtemps si son système d'exploitation est mieux optimisé. Beaucoup de gens sont persuadés que personne ne peut les traquer lorsqu'ils activent le mode incognito pour surfer sur Internet. En effet, de cette façon, ton navigateur n'enregistre pas les cookies, l'historique et les informations que tu saisis sous différentes formes. Mais les sites web que tu utilises, ainsi que les autorités, peuvent facilement te repérer. Cela signifie que le mode incognito ne te cache pas complètement du monde. Pour effacer le disque dur de ton ordinateur, il te faudrait un aimant vraiment, mais vraiment énorme. Les disques durs des appareils modernes ne peuvent être affectés que par des champs magnétiques extrêmement concentrés. Les bons vieux aimants de réfrigérateur sont loin d'être assez puissants. Si tu as accidentellement laissé ton chargeur branché après avoir fini de charger ton gadget, il n'y a pas lieu de paniquer. On dit qu'un incendie peut se déclarer en cas de surcharge, mais cela n'est vrai que dans certaines situations. Par exemple, si tu as des animaux domestiques qui s'intéressent au chargeur, ou si ton chargeur fait des bruits bizarres ou a de faux contacts, ou si l'endroit où tu habites n'a pas de protection contre la foudre, ou s'il y a un risque que tes voisins aient une fuite d'eau. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. De nombreuses personnes sont persuadées que c'est une mauvaise idée d'utiliser les téléphones lorsqu'ils sont en charge. Ces utilisateurs pensent que cela peut réduire la durée de vie de la batterie. D'autres pensent que celle-ci ne se chargera pas aussi bien qu'elle le pourrait. Mais tout ceci n'est qu'un mythe. Même lorsque tu n'utilises pas ton gadget, il est toujours occupé par différentes activités, par exemple la synchronisation des données. Cela signifie que tu peux facilement ajouter plusieurs tâches supplémentaires à sa charge de travail. La suppression des applications en arrière-plan ne permet pas d'améliorer les performances. Cela ne contribue pas non plus à économiser la batterie. Le système d'exploitation de ton téléphone est intelligent. Dès qu'il a besoin de ressources supplémentaires, il ferme automatiquement les applications d'arrière-plan. De même, le fait de fermer des applications et de les rouvrir vide ta batterie beaucoup plus rapidement que lorsque tu laisses ces applications en veille. Mets la batterie dans le congélateur, elle durera plus longtemps. Non, ne fais pas ça! Ce mythe vient des années 80. À l'époque, les gens mettaient les piles au congélateur pendant de courtes périodes pour qu'elles fonctionnent plus longtemps. Mais de nos jours, une telle procédure peut en fait détruire la batterie de ton appareil. Les batteries lithium-ion réagissent mal aux températures froides et chaudes. L'environnement le plus confortable pour une telle batterie est la température ambiante. Les logiciels antivirus n'assurent pas la protection de ton appareil à 100%. Tu installes régulièrement de nouveaux programmes de sécurité et ils semblent éliminer efficacement les virus de ton ordinateur. Mais il y a de nouveaux types de logiciels malveillants qui apparaissent littéralement tous les jours et rien ne garantit que ton antivirus sache comment y faire face. Les batteries externes ne peuvent nuire ni à ton téléphone ni à sa batterie. Ce qui peut avoir des conséquences dramatiques, c'est l'utilisation d'une banque d'alimentation dont la tension est supérieure à celle que ton gadget peut supporter. C'est pourquoi les professionnels recommandent de ne choisir que des batteries de haute qualité. Les experts disent que le téléchargement d'applications doit se faire uniquement à partir des boutiques officielles. Mais cela ne signifie pas que tout ce que tu y trouveras est sûr à 100%. Oui, il est beaucoup moins risqué d'utiliser les boutiques officielles que les sites tierces, mais il est arrivé que celles-ci aient dû retirer des applications douteuses de leur plateforme. Le mode avion te permet de recharger ton téléphone plus rapidement, mais il est possible que tu ne remarques pas la différence. Des expériences ont montré que le mode avion ne fait que réduire de 4 à 11 minutes le temps de charge de ton téléphone. Une plus grande quantité de RAM n'est pas toujours synonyme de meilleure performance, mais il est vrai qu'un appareil avec plus de RAM peut avoir plus d'applications ouvertes en arrière-plan si on le compare à un gadget avec moins de RAM. De plus, il est possible d'accéder plus rapidement aux informations les plus importantes et les plus utilisées, car elles sont conservées dans la RAM. Tu n'endommageras pas la batterie de ton téléphone si tu le laisses se charger pendant la nuit. Ton gadget restera branché longtemps après que sa batterie soit pleine, c'est vrai, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Les experts ont des avis différents sur la question. Certains d'entre eux affirment que la charge de nuit peut entraîner une usure plus rapide de la batterie du smartphone. D'autres disent que cela n'a pas d'effet visible sur la batterie. Les ordinateurs Mac peuvent également être affectés par des logiciels malveillants. Il est vrai qu'ils ne sont pas aussi vulnérables aux virus que les autres ordinateurs. Mais dans certains cas, leurs fonctions de sécurité intégrées ne suffisent pas à les protéger contre toutes sortes de risques.
Aucune étude n'a jamais prouvé que les téléphones portables émettaient des rayonnements nocifs pour l'organisme. Le rayonnement dont nous parlons est celui des radiofréquences. Il est beaucoup plus faible que le rayonnement ionisant, que l'on reçoit à chaque fois que l'on passe une radiographie. Les gestionnaires de tâches tierces ne prolongent pas la durée de vie de la batterie et n'améliorent pas les performances du téléphone. Le système intégré de ton appareil fait déjà tout son possible pour que celui fonctionne le plus efficacement possible. Quant aux gestionnaires tierces, ils peuvent effectivement contrôler les applications que tu utilises, mais ils n'ont pas d'effet positif sur l'autonomie de la batterie. Vider la corbeille de ton ordinateur ne signifie pas que tu supprimes définitivement les fichiers dont tu n'as pas besoin. Tu n'effaces que les liens vers les fichiers, mais de petites traces de tes données persistent. Il y a une chance que quelqu'un connecte ces morceaux d'informations. Ils pourront alors récupérer des fichiers que tu croyais inexistants. Une croyance populaire veut qu'il faille complètement charger un téléphone nouvellement acheté avant de l'utiliser pour la première fois. Mais les batteries des téléphones fonctionnent mieux lorsqu'elles sont chargées à 40 ou 80%, et c'est à peu près le niveau de charge d'un smartphone acheté en magasin. Cela signifie que tu peux acheter un téléphone et commencer à l'utiliser immédiatement. Mais si l'indicateur de batterie d'un nouveau téléphone indique une charge inférieure à 40%, il est conseillé de le rapporter en magasin. Un pourcentage aussi faible peut signifier que la batterie est déjà ancienne. L'idée selon laquelle plus un fichier vidéo ou audio est volumineux, meilleure est sa qualité, n'est pas toujours vraie. La taille d'un fichier dépend non seulement de sa qualité, mais aussi de la manière dont il a été compressé. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent entraîner leur batterie à rester chargée plus longtemps. Pour ce faire, ils attendent que la batterie se vide complètement avant de la recharger. Ils pensent que leurs batteries ont une mémoire, et si l'on ne prend pas l'habitude de les recharger lorsque l'indicateur est presque à 0%, elles ne fonctionneront plus aussi bien qu'avant. Mais la vérité est que les batteries au lithium-ion durent le plus longtemps lorsqu'elles sont à moitié pleines. De plus, si tu décharges complètement une telle batterie pendant une longue période, tu peux l'endommager de façon permanente. Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large.
Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la Pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il créait des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé.
Le pilier vieux de 1600 ans ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui. À ce jour, il y a environ 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans les mondes virtuels. Le futur de science-fiction que nous attendions est donc déjà là. Mais la technologie n'est pas qu'une question de jeu et de divertissement. Elle est aussi là pour nous faciliter la vie. Et ces inventions en sont la preuve. Alors, attache ta ceinture, on va se téléporter dans un futur proche pour voir à quoi ressemblera une journée typique. Tu sors de ton lit et tu te diriges vers la cuisine pour le petit déjeuner, ou plutôt vers ton réfrigérateur intelligent. Les plus grandes entreprises mondiales de technologie et d'électroménager travaillent depuis un certain temps déjà à la mise au point de réfrigérateurs dotés de fonctionnalités époustouflantes. Ceux-ci peuvent scanner le contenu qui est stocké afin de savoir quels sont les produits qui manquent. Leurs écrans tactiles intégrés affichent de nombreuses informations, de ton emploi du temps à un diaporama de photos de famille. Comme n'importe quel autre appareil sans fil, ils peuvent être connectés à ton réseau Wi-Fi. Une fois connectés à l'Internet, ils peuvent interagir avec les autres appareils connectés de la maison. Ainsi, tu pourras même déplacer l'émission que tu regardais dans ton salon vers l'écran tactile de ton réfrigérateur intelligent et ne pas manquer le twist final. Cet écran t'indiquera également quels articles tu dois commander et quand, et te recommandera des recettes en fonction des ingrédients que tu as déjà au frigo. Le système qui régit ces nouveaux réfrigérateurs améliorés s'appuie sur le code barre ou les étiquettes d'identification par radiofréquence dont sont munis les emballages des produits alimentaires. Ces étiquettes sont déjà utilisées par les fabricants et les supermarchés pour gérer les stocks et les expéditions. En scannant les étiquettes ou les codes barres, le réfrigérateur peut accéder à des informations telles que les dates de péremption, ce qui lui permet de tenir un inventaire précis des produits. Et si tu te demandes combien te coûtera un réfrigérateur qui t'envoie une liste de courses personnalisée, sache que ça va de 2 000 à 5 000 €. Bref, ton réfrigérateur intelligent t'avertit que ton lait est périmé. Il est temps d'aller faire les courses. Mais ne te fatigue pas à aller chercher ton portefeuille. Tu n'auras plus besoin d'argent liquide ni de carte de crédit pour faire tes courses. Tout cela sera possible grâce aux minuscules micropuces qui pourront être implantées dans ta main. Mais ne te réjouis pas non plus trop vite. Une telle puce ne te transformera pas en super cyborg pour autant. Cette technologie existe déjà dans les clés de maison numériques, les billets électroniques et les cartes bancaires. Ce qui les différencie désormais, c'est qu'une fois le processus d'implantation terminé, elles seront reliées à tous tes comptes en ligne. Cela te permettra d'ouvrir ta porte d'entrée, de monter dans le bus ou le train et de faire tes courses d'un simple geste du poignet. Tu rentres chez toi et tu as enfin ton café du matin, avec du lait. Il est maintenant temps de te préparer quelque chose à manger. Quelle corvée! Ou peut-être pas, grâce à ton cyberchef. En 2015, une entreprise de robotique a bouleversé le monde culinaire en présentant sa nouvelle invention. Un robot qui cuisine avec des mains géantes. Ce maître cuisinier est préprogrammé avec des milliers de recettes de chefs humains de renommée mondiale, de sorte que tu n'auras plus besoin de chercher sur Internet pour savoir comment faire la tarte parfaite. Le robot baptisé Mollet peut tout faire. De verser à remuer, mais malheureusement, il ne peut pas préparer les ingrédients pour les recettes qu'il va réaliser. En tout cas, pas encore. Au fait, est-ce une si bonne idée de donner un couteau à un robot ? Quoi qu'il en soit, si tu prépares toi-même les ingrédients et que tu les places dans des récipients spéciaux, il reconnaîtra ceux qu'il est censé utiliser. Une fois la préparation des aliments terminée, il nettoiera également les surfaces. Mollet peut planifier et adapter ses recettes en fonction de tes préférences alimentaires et de tes apports caloriques. Cependant, tu peux aussi ajouter tes propres recettes à sa liste grâce à l'écran tactile. Et il peut recréer le ragoût de ta grand-mère avec une précision de 100%.
Mais tu sais quoi, avec le montant que tu vas devoir débourser pour te procurer Mollet, qui est pour l'instant de 340 000 €, tu pourrais aussi bien engager un chef personnel. Et ce chef, lui, pourra même préparer les ingrédients à ta place. Alors que midi sonne, tu reçois un SMS de ta mère. Elle te rappelle sa visite, qui aura lieu dans 1 heure. Tu jettes un coup d'œil à ton appartement et tu réalises que tu n'as pas fait le ménage depuis un bon moment. Elle ne doit pas le voir dans cet état. C'est là que les super combinaisons peuvent s'avérer utiles. Le Guardian XO est un exosquelette rechargeable, mécanique et alimenté par batterie, conçu pour te rendre plus rapide et plus fort. Grâce à ses moteurs électriques et à un ensemble de 120 capteurs corporels ultra précis, il combine l'intelligence, l'instinct et le jugement humain avec l'endurance et la précision des machines. Il peut augmenter ta force et te permettre de soulever jusqu'à 90 kg de poids, comme si tu soulevais une plume. Et il ne limitera pas tes mouvements. Tu peux donc nettoyer sous ton canapé, ton lit ou ton réfrigérateur intelligent assez facilement et rapidement avant l'arrivée de ta mère. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Il n'a pas la technologie nécessaire pour te permettre d'arrêter un bus comme Superman, ou de sauter par-dessus les immeubles comme Neo. Il n'est donc pas vraiment fait pour sauver le monde, mais il peut certainement te sauver la vie si tu emménages dans une nouvelle maison. Et ce qui est génial, c'est que tu peux t'en procurer un dès aujourd'hui, à condition d'avoir 100 000 € par an à débourser pour payer son loyer. Bon, tu as fait le ménage si vite qu'il te reste encore un peu de temps avant que ta mère n'arrive. Autant aller courir un peu. Car grâce à ton costume, tu n'as pas brûlé beaucoup de calories en faisant le ménage. Alors attrape tes baskets futuristes et c'est parti! Cette chaussure ressemblant à une créature, appelée Cryptid Sneaker, est entièrement imprimée en 3D. Elle est fabriquée à partir d'un seul matériau, un polymère spécial appelé élastomère thermoplastique. Ce matériau varie en épaisseur ou en finesse à différents endroits, ce qui signifie que certaines parties de la chaussure deviennent plus rigides, les autres restent souples et flexibles. La chaussure est donc ergonomique et confortable, en plus d'être facile et rapide à fabriquer. La chaussure entière peut être imprimée en une seule fois et ne nécessite ni collage ni couture. Et le plus beau, c'est que sa forme peut être adaptée à ton pied. Pour cela, il suffit de scanner ton pied en 3D. Tu rentres chez toi juste à temps pour accueillir ta mère. Elle veut que vous passiez un après-midi tranquille à lire ou à regarder quelque chose. Tu penses que c'est une excellente idée et tu lui montres ton nouveau livre préféré. Elle en parcourt les pages, mais tu remarques qu'elle a du mal à lire les mots, qu'elle plisse les yeux. Si seulement je pouvais zoomer sur les pages du livre comme je peux le faire avec tes photos Instagram, dit-elle, tu as justement ce qu'il lui faut. En 2019, une équipe de chercheurs a créé une paire de lentilles de contact qui zooment lorsque tu clignes 2 fois des yeux. Chaque mouvement oculaire que tu fais produit des signaux électriques distincts. Ces lentilles de contact contiennent des électrodes qui peuvent suivre ces signaux et réagir en conséquence. Les polymères qui les composent se dilatent lorsqu'un certain courant électrique est appliqué. Ainsi, lorsque tu clignes 2 fois des yeux, les lentilles augmentent leur grossissement et tout paraît 32% plus grand. Cependant, il semble qu'il faille attendre un peu pour commencer à les porter. Les chercheurs tentent encore de trouver un moyen de les fabriquer avec le même matériau que les lentilles de contact ordinaires, afin qu'elles soient plus sûres pour un usage quotidien. Outre les lentilles zoom, d'autres chercheurs travaillent à la création de ce qu'ils appellent des lentilles intelligentes. Elles seront dotées d'écrans micro-LED presque invisibles et plus petits qu'un grain de sable, de minuscules capteurs de navigation, de capteurs d'image et de batteries presque microscopiques. Elles te guideront dans les villes que tu ne connais pas et te donneront des informations sur les bâtiments et les habitants. Voyager deviendra un jeu d'enfant. Une chance que tu aies gagné au loto pour payer tout ça, n'est-ce pas? Attends, tu n'as pas gagné au loto? Bon, il reste toujours Instagram. Une innovation plutôt sympa devrait voir le jour dans le monde des écouteurs en 2022. Les écouteurs invisibles. Oui, tu as bien entendu. Ce gadget transmettra des ultrasons en silence dans l'air. Tu auras l'impression de porter une paire de vrais écouteurs, car pendant qu'ils transfèrent les ultrasons, ils les font converger vers des poches audibles juste à l'extérieur de tes oreilles. Si des personnes se trouvent autour de toi dans la même pièce, elles ne pourront entendre qu'un murmure de son. Si c'est toi qui portes les écouteurs invisibles, tu seras plongé dans un son spatial tridimensionnel, mais qui sera réduit de 90% à seulement 1 mètre de toi.
Si tu tournes la tête ou si tu bouges, les capteurs de mouvement chargés de la reconnaissance faciale seront activés. Ils suivront tes oreilles pour s'assurer que le son arrive au bon endroit. Lorsqu'ils sont apparus pour la première fois, les écouteurs n'étaient en fait qu'un seul écouteur. Dans les années 1880, les opérateurs téléphoniques utilisaient une sorte de version simplifiée de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de casque auditif. Ils devaient le connecter à un engin muni d'un embout qui permettait la transmission. L'engin lui-même pesait entre 3 et 5 kilos et l'opérateur le tenait sur son épaule. Les inventeurs n'ont jamais vraiment eu l'intention de rendre les écouteurs portables, du moins pas au début. Dans les années 70, les gens utilisaient surtout des casques pour écouter des disques chez eux. Le grand changement dans l'histoire des écouteurs s'est produit lorsque Sony a sorti le Walkman. Les gens voulaient des écouteurs portables pour écouter leurs chansons préférées, même en dehors de chez eux. Si tu as remarqué qu'un écouteur sans fil se déchargeait plus vite que l'autre, sache que tu n'es pas le seul à être confronté à ce problème. Cela arrive parce que le signal n'est pas aussi fort sur les deux. Si la différence atteint 15 à 20% après que tu aies utilisé les deux pendant la même durée, il y a peut-être un problème. Mais si la différence est de 5%, c'est normal car le système arrondit les données de la batterie de chacun de tes écouteurs. Cela dépend de l'endroit exact où tu tiens ton téléphone. Il peut être plus proche de l'écouteur gauche que du droit ou de la conductivité d'un côté de ta tête, qui d'une certaine façon bloque moins le signal. Et en général, tes écouteurs ont des connexions individuelles, donc chacune utilisera l'énergie à un niveau légèrement différent. Astuce intelligente, si tu utilises le mode avion lorsque tu joues à un jeu mobile, tu n'auras pas de publicité qui surgisse de nulle part au milieu du jeu. Lorsque tu éteins le son de ton smartphone, ta batterie durera plus longtemps. Les vibrations consomment également de l'énergie. Tu pourras charger ton téléphone plus rapidement si tu utilises une prise de courant plutôt qu'un câble USB. Bien sûr, ce n'est pas possible si tu es dans une voiture ou dehors avec une batterie portable. Tu devras attendre plus longtemps. Compose le dièse 31 dièse et ton numéro de téléphone si tu veux appeler en masqué. Lorsque tu appelleras quelqu'un, il ne pourra pas savoir qui l'appelle. Cela te permet de masquer ton numéro uniquement pour l'appel à venir. Lorsque tu veux prêter ton téléphone à un ami, mais en même temps garder tes messages et autres données personnelles confidentielles, opte pour le mode invité. Utilise 2 doigts pour glisser de haut en bas et va sur l'icône de l'utilisateur en haut à droite. Tu verras l'icône d'ajout d'invité. Tu peux maintenant choisir les actions que ton ami ou toute autre personne qui utilisera ton smartphone peut exécuter. Les smartphones sont si polyvalents qu'ils remplacent peu à peu de nombreux objets à la maison. Tu peux même utiliser ton téléphone à la place d'une télécommande de télévision. Il existe des applications qui te permettent de connecter ta télévision par Bluetooth ou Wi-Fi. Tu as sans doute déjà lu des articles Wikipédia sur un sujet vraiment compliqué comme le fonctionnement de ton téléphone ou d'autres gadgets. Tu peux les traduire en langage simplifié en choisissant la version français simple. Tu auras ainsi un article beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Ton smartphone peut percevoir la lumière infrarouge. Donc si tu pointes un rayon infrarouge directement vers l'appareil photo de ton téléphone, il y aura un rayon violet sur ton écran. Cela se produit parce que la plupart des capteurs des appareils photo numériques peuvent détecter des fréquences lumineuses que nos yeux ne sont pas capables de capter. Les chargeurs sans fil sont pratiques à transporter, en plus d'être très élégants. Mais si ta batterie est faible et que tu as besoin de recharger ton téléphone le plus vite possible, ils ne sont pas aussi efficaces et rapides que les chargeurs classiques. Si tu as des piles de rechange à la maison, tu peux utiliser le côté négatif de la pile comme un stylet pour ton smartphone, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un Android. Essaye de faire défiler les applications, de naviguer sur la page d'accueil, de dessiner dans l'application Notes. Une pile peut faire à peu près tout ce dont un stylet est capable. Tu peux aussi le faire avec un crayon et du papier d'aluminium. Déchire un petit morceau de papier d'aluminium pour l'enrouler autour de la gomme en haut de ton crayon et tu as un nouveau stylet. Cela peut être utile quand il fait vraiment froid dehors, que tu portes des gants et que tu ne peux pas contrôler ton téléphone sans stylet. L'iPad est arrivé sur le marché des années après que l'iPhone ait déjà conquis le monde entier. Mais en réalité, la tablette était le projet original sur lequel travaillait l'entreprise avant qu'elle n'ait l'idée d'appliquer un tel système à un téléphone. Lorsque tu veux modifier ton écran d'accueil, tu vas probablement saisir l'icône d'une application et la déplacer où tu veux, n'est-ce pas? Puis tu saisiras une autre application et la déplaceras et ainsi de suite. Il est bien plus efficace de saisir une application puis de toucher le reste des applications que tu veux déplacer. Ensuite, tu peux les placer où tu veux et le tour est joué.
Même Face ID ne peut pas garantir que personne ne déverrouillera ton téléphone sans ta permission. Il peut arriver que quelqu'un prenne ton téléphone et essaye de déverrouiller ton Face ID en utilisant ton visage. Si cela se produit, dis simplement « Dis-moi Siri, à qui appartient ce téléphone ?» Ton téléphone va immédiatement se figer et la personne devra utiliser le mot de passe pour le déverrouiller. Si tu veux que le son de ton iPhone soit un peu plus fort, va dans Réglages, puis Musique. Sous EQ, tu verras l'option appelée Late Night. Cela rendra les sons forts silencieux. Et en même temps, cela amplifiera les sons faibles pour que ton téléphone ait un bien meilleur son. Si tu as des AirPods et que tu en as perdu un, tu peux le retrouver avec l'appli Find My d'Apple. Tout d'abord, tu dois t'assurer que tes AirPods soient liés à ton identifiant Apple. Tu dois configurer l'application Find My sur ton iPhone, puis tu pourras vérifier le dernier emplacement de tes AirPods sur une carte. Si tu en perds un seul, tu peux lui demander de jouer un son afin de le retrouver facilement, du moins tant qu'il est connecté au Bluetooth et qu'il se trouve à proximité de certains de tes autres appareils Apple. Il suffit de lancer l'application Find My, d'aller dans l'onglet Appareils et d'appuyer sur l'option Play Sound. Pour économiser la batterie, ne garde qu'un seul écouteur et échange-les de temps en temps. Si tu utilises beaucoup tes AirPods et que leur batterie est souvent faible, tu pourras en charger un pendant que tu en utilises un autre. Tu peux utiliser ton iPhone pour vérifier l'état de la batterie de tes AirPods et de leur étui de chargement. La première façon est d'ouvrir l'étui de chargement à côté de ton iPhone. Le téléphone affichera alors une fenêtre contextuelle où tu verras la batterie restante. Une autre façon est d'ajouter le widget de la batterie au panneau, aujourd'hui du centre de notification. Ce widget inclura les AirPods uniquement lorsque tu les utilises activement. Tu peux aussi vérifier la batterie restante sur ton Apple Watch. Place ton étui de chargement ouvert à côté de ta montre. Ouvre maintenant le centre de contrôle et choisis l'option batterie. Tu verras les statistiques de la batterie pour ta montre, tes AirPods et ton étui. Siri peut lire certains de tes derniers messages pour toi et il peut le faire via tes AirPods. Tu peux aussi utiliser une commande vocale rapide pour répondre à tes messages. Tu n'as rien de particulier à faire pour configurer cette fonctionnalité. Mais si tu veux la désactiver, va dans les paramètres, clique sur Siri and Search, puis sur Annoncer les messages. En plus des messages, Siri peut aussi annoncer des notifications via tes AirPods. Voici un conseil. La prochaine fois que ta caméra clignote bizarrement, vérifie d'abord l'appareil lui-même avant d'ouvrir un ticket auprès d'une équipe de support. Sinon, tu risques de te retrouver dans la même situation que cet utilisateur de Reddit. Sa requête indiquait qu'une image marron et floue apparaissait souvent, mais en réalité, il s'agissait simplement d'un oiseau qui avait choisi de s'installer là. Un autre utilisateur de Reddit a partagé un problème que même une équipe technique de demi-dieu ne pourrait résoudre. Il semblerait que ce tonnerre n'ait pas été changé de la bonne façon. Toute la pièce a été recouverte d'encre. Il serait plus facile de mettre le feu à l'endroit que de le nettoyer. Tu te dis peut-être que quelqu'un a renversé un gros plat de spaghettis dans cette pièce, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement de la salle des serveurs d'un hôpital. Il paraît qu'elles sont plutôt courantes dans ces endroits et que tout fonctionne parfaitement. Installer des haut-parleurs sans fil n'est pas si compliqué que ça, pas vrai? Alors je ne comprends vraiment pas comment cela a pu se produire. Soit la personne en charge venait d'une autre planète, soit elle voulait que les Australiens puissent eux aussi profiter de la musique. Les bougies, c'est bien pour les dîners romantiques, mais elles peuvent être très dangereuses au bureau. Un utilisateur de Reddit a partagé une photo montrant comment une bougie peut vraiment nuire à un lieu de travail au lieu de l'embellir. Ok, ce qui se passe là n'est pas si grave, mais c'est assez dégoûtant. Tout d'abord, il est bien dit de nettoyer son écran de temps en temps. Et puis, il faut s'assurer qu'il est bel et bien tactile avant de le tripoter comme ça. Plus rapide ne veut pas forcément dire meilleur. Un utilisateur de Reddit a partagé une photo montrant son collègue impatient de déballer une nouvelle souris. Aucun support technique ne peut résoudre ce problème. J'imagine qu'il devra s'en procurer une nouvelle et être un peu plus patient la prochaine fois. Encore une catastrophe informatique. Cet utilisateur a raconté que son ami voulait rendre sa souris plus légère. Alors il a percé des trous dedans et l'a poncée. Maintenant elle ressemble à du fromage. C'est plutôt logique, souris, fromage, tu as compris. Le grand-père de cet utilisateur croyait que la prise jack de son gadget était un trou de vis. Et il y a donc inséré une vis.
Parfois les gens sont incroyables. Tu me diras, cet homme appartient à l'ancienne génération. Mais j'imagine que la nouvelle génération ne sait pas non plus ce qu'est une prise jack. Les écouteurs Bluetooth ont désormais complètement remplacé les bons vieux écouteurs à fil. Ça sent pas un peu le brûlé? Regardez, on dirait qu'il y a un problème avec la batterie. Je parie que c'est exactement ce que ce client a dit lorsqu'il a demandé qu'on l'aide avec son ordinateur. Mais je ne crois pas que ce soit si grave. Le technicien n'aura qu'à remplacer la batterie. En plus, sa tâche lui sera facilitée. Pas besoin de dévisser l'appareil. Et si ça ne fonctionne pas, réinstaller Windows devrait régler le problème. Une souris d'ordinateur peut devenir très sale au bout d'un certain temps. Nous mangeons tous des biscuits et des chips et nos doigts deviennent tout gras. Mais il ne faut pas la nettoyer comme l'a fait cet utilisateur de Reddit. À première vue, son idée était pas mal. Pourquoi ne pas utiliser de la limonade pour la nettoyer? En effet, la limonade est acide et cela permet de dissoudre les impuretés. Le problème, c'est qu'elle contient aussi beaucoup de sucre. Et devine qui adore le sucre? Les fourmis. En nettoyant ta souris ainsi, tu la transformeras sûrement en un piège à fourmis. C'est une bonne chose si tu veux te débarrasser de ces insectes, mais pour nettoyer ta souris, mieux vaut utiliser un détergent. Voici une autre requête amusante. Une personne voulait un nouvel adaptateur car son MacBook ne se rechargeait plus. Le problème, c'est que les agrafes ne résistent pas à un port MagSafe. Oui, je sais ce que tu vas me dire, les MacBooks n'ont plus de port MagSafe. Mais ces appareils ont bien vieilli. Alors, si tu en possèdes un et qu'il ne se recharge plus, jette un œil ici. Il se peut qu'un objet métallique y soit coincé, ou peut-être même une souris. Mais pourquoi le couvercle ne passe plus? On dirait qu'il y a un petit problème avec la batterie. S'il y avait un concours des chargeurs les plus fous de tous les temps, nous aurions ici le gagnant. On dirait que la personne à qui appartient cet objet étrange a suivi les astuces les plus folles de TikTok pour fabriquer son propre chargeur. Je me demande bien quelle est sa puissance. N'oublie pas qu'il est très important de suivre les recommandations du fabricant en matière de voltage. Par exemple, s'il est indiqué que tu dois te servir d'un chargeur de 5 volts, fais-le. Si tu utilises un chargeur de 10 volts à la place, tu ne rechargeras pas ton appareil 20 fois plus vite. Tu abîmeras simplement sa batterie. Certains ratages sont vraiment hilarants. Regarde cette photo. Quelqu'un a installé un détecteur de monoxyde de carbone directement dans un mur. Cette personne devait être très forte. Ou alors c'est le mur qui n'était pas très résistant. Nous ne le saurons probablement jamais. Les chats sont des chats. Ils se moquent du prix de ton ordinateur. S'ils veulent jouer, ils joueront. Oui, l'écran est un petit peu abîmé maintenant. Mais il doit bien y avoir un moyen de le poncer, non? Je ne sais absolument pas ce qui se passe ici. On dirait que les techniciens avaient tellement de travail avec tous ces câbles qu'ils ont installé des toilettes afin de gagner du temps. Et voici une autre pièce similaire. Il s'agit en réalité d'une salle de serveur, mais on s'en sert aussi pour entreposer le papier toilette. Ces deux pièces sont faites l'une pour l'autre. N'oublie pas de bien essuyer les disques. Un utilisateur de Reddit a raconté quelque chose qui lui est arrivé au travail. Un client est venu demander ce qui n'allait pas avec son PC. Il lui a dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais l'ordinateur ne s'allume plus ». Le technicien n'en croyait pas ses yeux. Le client n'avait-il pas entendu l'appareil exploser et vu toute la fumée dans son bureau? Voici maintenant un petit rappel qu'il faut nettoyer son PC de temps en temps. Et qu'il est toujours bon de faire appel à une équipe de professionnels. Surtout quand on a des animaux de compagnie chez soi. Regarde, on dirait qu'un chien est passé par là. As-tu déjà vu autant de poils à l'intérieur d'un ordinateur? Ce PC était sur le point de se mettre à aboyer. Regarde ça. Le client... Hey, l'imprimante de mes reçus ne fonctionne plus. Vous sauriez pas pourquoi par hasard? Les techniciens sont restés sans voix. Regarde un peu toute cette rouille. Mais d'un autre côté, sa machine a fonctionné comme ça pendant des années. C'est ce que j'appelle de la qualité. Même les choses les plus simples peuvent parfois mal tourner. Un utilisateur de Reddit a posté une photo amusante avec un climatiseur. Quelqu'un l'avait installé non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de la maison. Je me dis que cette personne voulait probablement changer la météo ou rendre les chaudes journées d'été un peu plus fraîches. Mais il lui aurait fallu 2 ou 3 climatiseurs de plus. Il y a de merveilleuses inventions aujourd'hui. Par exemple, les sèche-mains.
Ils permettent d'économiser du papier. Ils sont rapides et très pratiques. Qu'est-ce qui peut mal tourner, me diras-tu? Eh bien, cet utilisateur nous l'a montré. La seule explication que j'ai, c'est que cet appareil n'est pas destiné à sécher les mains. Mais les tables, je plaisante. Je ne sais vraiment pas pourquoi ce sèche-main a été installé de cette façon. Un autre exemple génial de la façon dont les choses les plus simples peuvent mal tourner de manière spectaculaire. Ici, au lieu de simplement cacher les câbles, ils ont décidé de percer un trou dans un mur de pierre. Superbe! Un petit dernier pour la route. La pâte thermique, c'est cool et ça aide beaucoup, mais il ne faut pas trop en mettre, sinon ça risque de ressembler à ça. Je vous mets combien de pâte thermique? Oh, un bon kilo! Donc, si tu devais écrire un roman de science-fiction, représenterais-tu les robots comme des ennemis de l'humanité ou comme des amis? Est-il même possible de se lier d'amitié avec des robots? Demande à Will Robinson. En attendant, je suis là pour répondre à toutes tes questions sur ce que sera notre relation avec les robots dans le futur. Revenons en arrière sur l'importance des amis dans notre vie et sur les raisons pour lesquelles, en tant qu'être humain, nous avons absolument besoin de l'amitié. Aujourd'hui, il a été prouvé à maintes reprises que les relations amoureuses améliorent notre santé et nous aident même à vivre plus longtemps. Et bien qu'elles aient été historiquement considérées comme moins importantes que les relations amoureuses et familiales, nous savons aujourd'hui que les relations amicales ont aussi une grande valeur. Cela s'explique en partie par les chevauchements entre la santé mentale et la santé physique. En d'autres termes, si tu es socialement actif, il est fort probable que tu sois également physiquement actif. Mais cela a aussi beaucoup à voir avec le cerveau. Par exemple, plusieurs études utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour étudier les schémas d'activité cérébrale montrent que l'interaction avec les amis entraîne une activité accrue dans le striatum, une région impliquée dans la récompense. Dans une étude, les chercheurs ont constaté que lorsque les participants avaient la possibilité de partager de l'argent, soit avec un ami, soit avec une personne qu'ils n'aimaient pas, une personne neutre ou une personne qu'ils ne connaissaient pas, les régions de la récompense étaient les plus actives lorsqu'ils choisissaient leur ami. Il n'est donc pas étonnant que les personnes qui ont un fort sentiment d'appartenance envers leurs amis aient tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est comme si elles étaient toujours récompensées. Mais pour être plus précis sur les bienfaits des amitiés pour la santé, il faut savoir qu'elles réduisent le risque d'hypertension. En outre, elles t'aident à mieux dormir et à guérir plus vite. Et plus tu as d'amis, mieux c'est. Le fait d'avoir des relations sociales plus variées peut même améliorer ta capacité à lutter contre un rhume. Cependant, lorsque tu dois passer du temps seul et que ce n'est pas par choix, tes globules blancs changent de comportement, ce qui entraîne une augmentation de l'inflammation et un affaiblissement de la réponse immunitaire. En outre, les amis ne sont pas seulement bénéfiques pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Selon une étude, il existe un lien entre le temps passé avec des amis et le fait que le cerveau traite ultérieurement le rejet comme une menace. Les personnes qui ont passé plus de temps avec des amis sont moins sensibles à l'exclusion sociale. Comment les robots entrent-ils en jeu ? À l'avenir, nous ne serons peut-être plus limités à être amis avec des êtres humains vivants ou même avec des animaux de compagnie. Pour pouvoir explorer l'idée d'une amitié homme-robot, nous devons comprendre les bases de la robotique. La plupart d'entre vous connaissent sans doute le concept de robot, mais il est important de le définir comme une entité distincte des autres types de machines. En effet, contrairement aux autres machines, les robots interagissent avec le monde. En fonction de leurs actions, ils sont capables de s'adapter et de modifier leur environnement et de réagir au monde qui les entoure. Ils peuvent sentir, raisonner, planifier et agir de manière autonome. En plus d'exécuter des tâches de manière indépendante, ils peuvent également renforcer les capacités humaines et imiter les actions de l'homme. Le domaine de la robotique est traditionnellement axé sur la création de robots capables d'effectuer des tâches simples ou répétitives, ainsi que des tâches présentant des conditions dangereuses pour l'homme. Cependant, grâce au progrès de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, les interactions entre l'homme et le robot augmentent de manière significative. Certains rapports suggèrent que le nombre de robots dans le monde pourrait atteindre 20 millions d'ici 2030. Cela ne peut que signifier que nous serons exposés à de plus en plus de robots dans notre vie quotidienne. Nous devrons donc tous interagir avec eux d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, cela signifie-t-il que nous pourrons nouer de véritables liens d'amitié avec eux ?
Et si c'est le cas, nos amis robots amélioreront-ils notre santé physique et mentale à tous égards, comme le font nos amis humains? Les robots sont-ils même capables d'être des amis? À l'heure actuelle, il existe un certain nombre de robots capables d'effectuer des tâches intelligentes, telles que l'adaptation de leurs réactions aux individus et leur organisation sans intervention humaine directe. Parmi les exemples, citons les bras prothétiques qui peuvent apprendre de la personne qui les porte et s'adapter à ses besoins en cours de route. Il y a aussi les robots kinésithérapeutes qui aident les patients à apprendre une tâche en évaluant leurs besoins individuels et en leur offrant la bonne dose d'aide. Il existe également ce que les chercheurs appellent la robotique en essaim, c'est-à-dire un grand groupe de robots. Après avoir reçu une commande unique, ils sont capables de collaborer entre eux et de s'organiser seuls pour accomplir la tâche qui leur est confiée. Ils sont donc parfaits pour les tâches dangereuses, telles que l'exploration d'un bâtiment effondré. Au lieu qu'un humain soit chargé de donner des ordres à chaque robot, on envoie l'équipe et elle coordonne elle-même l'ensemble de la mission. C'est une question d'autonomie et de cognition. Puisque les robots sont capables de faire tout cela, il est évident qu'ils peuvent devenir de bons amis, n'est-ce pas? L'amitié ne consiste pas seulement à profiter l'un de l'autre. Prenons l'exemple d'Aristote. Selon lui, la véritable amitié repose sur la bonne volonté, l'admiration et les valeurs communes. Par conséquent, l'amitié est un partenariat entre égaux. Pouvons-nous atteindre cet objectif avec les robots? Car jusqu'à présent, la relation que nous entretenons avec les robots est ce qu'Aristote appellerait une relation d'infériorité. Pourtant, même dans la situation où nous bénéficions des robots, nous sommes en relation avec un robot tout comme nous sommes en relation avec des animaux domestiques, des biens et des personnes. De nos jours, de nombreuses personnes remercient toujours le ChatGPT de les avoir aidés avec des choses. Certaines personnes qui travaillent sur l'éthique des robots pensent que ce qu'elles font, c'est-à-dire se lier à un robot, n'est qu'un gaspillage d'énergie émotionnelle. En effet, ces entités ne peuvent que simuler des émotions, ce qui sera toujours moins gratifiant que de nouer des liens d'humain à humain. J'ai déjà donné un nom à mon robot aspirateur. Désolé, pas désolé. Et je sais que je ne suis pas le seul. Selon un ingénieur qui travaillait dans une entreprise de robots aspirateurs, lorsque les clients se voyaient proposer des robots tout neufs pour remplacer ceux qui étaient cassés, il déclinait l'offre en disant « Non, je veux mon robot ». Il ne voulait pas remplacer le robot parce qu'il s'y était attaché. Le fait est que, d'après les données psychologiques dont nous disposons à ce jour, ce que je fais, comme beaucoup d'autres personnes, ne pourrait pas être plus normal. En effet, en tant qu'être humain, il est dans notre nature d'établir des liens émotionnels avec des objets très différents de nous. Et ce, même lorsque nous savons qu'ils sont fabriqués et préprogrammés. Mais la question est de savoir si ces liens constituent une amitié comparable à celle que partagent les humains entre eux. Si nous essayons de répondre à cette question en nous basant sur les idées d'Aristote sur l'amitié, la réponse serait non. Par ailleurs, si l'on considère tous les types de relations interhumaines, très peu d'entre elles peuvent être qualifiées de complètement égales. Et même dans ce cas, celles qui peuvent être considérées comme égales sont toutes destinées à évoluer avec le temps. Les robots peuvent être de bons compagnons qui répondent à notre besoin de ressentir un lien social. Ils peuvent apporter un confort physique, un soutien émotionnel et des échanges sociaux agréables. Ils ne te rejetteront pas et ne te jugeront pas. Certains diront qu'ils ne te comprendront pas et n'auront pas d'empathie pour toi. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment besoin de le faire. La plupart des gens parlent à leurs animaux de compagnie, même si ces derniers ne comprennent pas les mots. Cela aide quand même à se sentir moins seul, et c'est exactement ce que peuvent faire les robots. Si les robots peuvent devenir nos amis, ils peuvent aussi très bien devenir nos ennemis, mais pas de la manière décrite dans les films de science-fiction. Les amis robots peuvent devenir un problème si les gens commencent à négliger leurs relations avec d'autres personnes, pour passer plus de temps avec une machine. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà avec les jeux vidéo et les médias sociaux. Mais là encore, nous sommes tous d'accord pour dire que les robots ne sont pas responsables de cette situation. Salut toi. Je m'appelle Tom et aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Savais-tu que dans un avenir proche, des robots de compagnie seront présents dans un foyer sur 2? Nous les garderons comme des animaux de compagnie, sauf qu'ils seront robotiques. Mais pas d'inquiétude, ils s'entendront très bien avec les vrais toutous. Si tu te demandes s'il existe aujourd'hui des robots inspirés par des animaux, nous allons répondre à cette question. Les cafards
qu'on les aime ou non, semblent bien voués à rester. Ils nous donnent la chair de poule avec leurs pattes et leurs carapaces, mais ils existent depuis 400 millions d'années. Alors, a priori, ils ne sont pas près de disparaître. Ils sont aussi incroyablement rapides. Enfin, pour des insectes. Il leur faut environ 1 heure pour parcourir 5 km, ce qui est plutôt impressionnant pour un animal de cette taille. Et ce n'est pas tout. Mets-les sous l'eau et ils retiendront leur souffle jusqu'à 40 minutes. Tu as un petit trou quelque part? Ils y entreront grâce à leur corps malléable et apparemment à la vitesse de la lumière. Les voilà! Leur souplesse est si incroyable que tu peux les presser avec une force de 900 fois leur poids et il n'y aura même pas une égratignure sur leur coquille. Il est aussi très difficile de se débarrasser de ces bestioles. Bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas étonnant que les scientifiques cherchent à fabriquer un robot similaire à un cafard. C'est ce qu'ont fait les chercheurs de l'université de Berkeley. Ils ont créé CRAM, qui signifie en anglais « robot compressible avec des mécanismes articulés ». C'est un robot de la taille de la paume de ta main, conçu pour faire les mêmes choses que les cafards. Il a une coque en plastique articulée qui lui permet de se faufiler partout. Son principal objectif est de réaliser des missions de recherche et de sauvetage. Continuons avec les animaux de petite taille. La NASA s'est inspirée d'un ver de terre. Il est peut-être en bas de la chaîne alimentaire, mais pas son cousin robotique. Il est destiné à explorer les endroits gelés où les humains ne peuvent pas aller, et plus précisément le mont Erebus en Antarctique. J'ai bien froid rien qu'à y penser. Cependant, il ne se déplace pas exactement comme un ver. Il a 2 vis fixées à ses 2 extrémités et se visse au mur chaque fois qu'il veut bouger. Mais voici ce qui le rend spécial. Chaque fois qu'il est vissé à une paroi, il collecte des données. La NASA pense qu'il peut être encore amélioré pour l'exploration spatiale. Donc, ce ne serait plus un ver de glace, mais plutôt un ver de l'espace, et aussi le premier ver à aller dans l'espace d'ailleurs. En descendant dans les grottes, on trouve des chauves-souris qui ressemblent à des vampires après avoir changé de forme et qui dorment la tête en bas, accrochées à des rochers. Regarde ces superbes ailes noires. Mystérieuses mais fascinantes. Après la Batmobile, voici le Batbot. C'est une chauve-souris robotisée. Elle ne pèse pas très lourd et n'est pas très grande, mais elle est impressionnante. Ses ailes reproduisent l'élasticité des ailes d'une chauve-souris. L'équipe qui développe ce robot a dû créer une membrane en silicone personnalisée pour cela. Ces robots chauve-souris sont aussi très économes en énergie, ce qui signifie qu'ils peuvent voler pendant longtemps. Un peu comme les vraies chauves-souris d'ailleurs. Prenons maintenant le chemin des océans. Le robot que tu vois est un poisson. Et devine quoi? Il vit aussi avec eux. Il s'appelle SoFi et son apparence est très similaire à celle d'un poisson. Il est fabriqué à moitié en silicone et en caoutchouc et à moitié en électronique. L'avant est imprimé en 3D et c'est là que se trouve l'électronique. L'avantage de sa composition est qu'il peut se cogner contre n'importe quoi sans être endommagé, ni blesser d'autres formes de vie marine. Quoi qu'il en soit, ce n'est probablement pas une bonne chose qu'il se promène en donnant des coups de tête aux autres poissons. Pour contrôler ce robot, il faut utiliser une manette Super Nintendo. Alors, si tu aimes les jeux vidéo comme moi, tu vas adorer. Et si tu te demandes comment il ne coule pas au fond de l'océan, c'est parce qu'il a à bord une unité de contrôle de flottabilité. Cela permet à la personne qui le contrôle de décider à quelle profondeur aller. Pour couronner le tout et compléter le look, le robot SoFi a une lentille en forme d'œil de poisson à l'avant. Les guépards courent très vite, environ 105 à 110 km/h. Admire donc cette puissante accélération. C'est l'animal le plus rapide sur Terre. Il peut d'ailleurs passer de 0 à 100 km/h plus vite qu'une voiture de course. 3, 2, 1, go! Mais il y a une chose que nous n'avons encore jamais vu un guépard faire.
un backflip. Eh bien, ce robot en est capable. Voici Cheetah 3. Il est censé être indestructible et il fait aussi des backflips. Il a surtout été construit pour que les scientifiques puissent expérimenter des choses folles sur lui. Il ressemble à un guépard, donc le nom est approprié, bien qu'il ne court pas aussi vite. En fait, il fait seulement 16 km/h pour être exact. Il ne peut pas faire la course avec des voitures, mais il peut faire un backflip. Donc 1 point pour le guépard normal et 1 point pour le guépard robotique. Match nul. Le robot suivant est inspiré par les serpents. Oui, ces monstres visqueux. Il s'appelle simplement le robot serpent et là encore, son but est de mener des missions de recherche et de sauvetage. Il se déplace comme un serpent et il grimpe aux arbres comme le ferait un serpent en s'enroulant autour du tronc. Il a déjà été utilisé pour fouiller des bâtiments effondrés après de forts tremblements de terre. Comme il est petit et qu'il peut se déplacer dans toutes les directions, il est parfait pour se glisser dans les endroits exigus. Au lieu de 2 yeux globuleux, ce robot a une caméra à l'avant pour que celui qui le contrôle puisse regarder son environnement. Si tu aimes les araignées mais que tu en as toujours eu un peu peur, voici la solution. Robuctix T8X. C'est plus un jouet qu'autre chose. Tu peux le contrôler et le programmer pour qu'il fasse ce dont tu as envie. Fais-le bouger et fais-le danser avec ses toutes petites pattes. Il en existe 2 versions, une poilue et une lisse. La poilue ressemble probablement à une tarentule. Merci d'avoir regardé cette vidéo et souviens-toi, apprends quelque chose de nouveau chaque jour grâce à la chaîne Sympa. À très vite. Non seulement super mignon, mais aussi super utile. Boston Dynamics construit des chiens robots qui sont censés assister les humains dans la main-d'œuvre de certaines industries. Les chiens robots sont actuellement testés dans une station de pompage située dans l'ouest de l'Autriche. Ils seront utilisés comme chiens d'inspection, capables de renifler les problèmes potentiels. Non, ils ne reniflent pas littéralement, mais utilisent leurs caméras haut de gamme qui peuvent détecter toute fuite grâce à leur vision thermique. Ces robots ont déjà parfaitement fonctionné dans l'environnement contrôlé de leur atelier. La façon dont ils parviendront à travailler seuls définira l'avenir des robots dans le monde du travail. Un centre de contrôle situé à 30 minutes de là contrôle à distance l'entreprise autrichienne et gère également 20 autres usines. Aucun humain ne travaille dans ces installations, à l'exception d'une personne qui se rend sur place afin de s'assurer que tout se passe bien. Les robots sont chargés d'inspecter des tâches encodées par une société de logiciels appelée Energy Robotics. Boston Dynamics a fourni le matériel, c'est-à-dire les robots. Les gens d'Energy Robotics écrivent le code pour rendre ces robots intelligents. Les chiens robots devraient se débrouiller parfaitement seuls, car ils disposent d'un système de navigation et d'évitement des obstacles intégré. Les codes sur lesquels ils travaillent peuvent permettre aux chiens d'étudier l'ensemble du site et de s'y diriger sans tomber ni se cogner la tête partout. Il s'agit essentiellement de dire aux chiens de se rendre sans problème à un certain point, de prendre une photo de quelque chose et de la renvoyer aux opérateurs. Ce qui est génial, c'est que les robots programmés par Energy Robotics ne sont pas télécommandés. Ils sont automatiquement programmés pour effectuer leurs tâches par eux-mêmes. On leur apprend à effectuer une tâche et à la répéter tout au long de la journée. L'avantage d'utiliser ces toutous est qu'ils peuvent se promener tranquillement dans des environnements toxiques et radioactifs chaque fois que cela est nécessaire. Ils peuvent également apprendre à détecter si quelqu'un a été blessé ou a eu un accident, puis avertir le centre de contrôle. Le robot peut travailler jusqu'à 12 heures en effectuant des inspections avec des intervalles de 60 minutes de marche et 60 minutes de recharge. Il retourne tout simplement à sa station de recharge et s'assoit pour se reposer comme un bon petit toutou. Il dispose d'un accéléromètre intégré qui lui permet de savoir s'il est en mouvement et de capteurs de rotation dans ses articulations qui peuvent déterminer la répartition de son poids. S'il a l'impression de basculer en avant, le programme lui indique rapidement d'orienter son poids vers l'arrière pour garder l'équilibre. Il est équipé de caméras sur 4 côtés afin de voir où il peut marcher. Boston Dynamics fournit également un joystick inspiré de celui de la Xbox. Alors si tu es fan de jeux vidéo, ce robot est parfait pour toi.
Boston Dynamics conçoit des robots qui permettent à tout acheteur d'ajouter des modules supplémentaires pour son activité. Par exemple, si tu veux créer un modèle 3D de l'intérieur d'un bâtiment, tu peux fixer un capteur sur le dos du chien qui peut faire le travail pour toi. L'usine en Autriche n'est pas dangereuse, mais elle n'est pas pratique pour les personnes qui s'y rendent en voiture, surtout en période enneigée. Les routes de montagne deviennent trop risquées, voire inaccessibles. Cette installation et ses couloirs ont été conçus pour que des humains y travaillent. C'est pourquoi ils doivent faire appel à des robots capables de manœuvrer dans un environnement humain, plutôt que d'employer des robots spécialisés dans une tâche spécifique. Et c'est là tout l'intérêt de faire travailler des robots. Ils sont censés être conçus en vue de leur tâche. Tu ne verras pas un humanoïde travailler dans une usine d'assemblage de pièces, il y a des bras robotisés pour faire ça. Boston Dynamics abrite également Atlas, un humanoïde qui peut te surpasser en gymnastique. Il peut courir, porter des objets, sauter, danser et même faire des sauts périlleux arrière. Car on peut toujours avoir besoin d'un saut périlleux arrière dans un entrepôt, n'est-ce pas? Il mesure environ 1,50 m et pèse environ 86 kg. Il fonctionne sur batterie et possède un ensemble impressionnant de systèmes hydrauliques pour se maintenir en équilibre. Il est équipé d'un ensemble de caméras et de capteurs de profondeur reliés à son système de contrôle, qui est surveillé et contrôlé par quelques ordinateurs sous la supervision d'humains. En regardant leur atelier, on pourrait penser qu'il s'agit d'une sorte de gymnase dédié au parcours, mais tout est là pour entraîner le robot à franchir des obstacles difficiles. En plus des saltos arrière, le robot peut sauter de plateforme en plateforme. Il peut tenir compte de l'environnement et établir un plan avec des objectifs à court et à long terme pour aller d'un point A à un point B. Il se souvient également des faux pas ou des obstacles qu'il a dû surmonter. Il est facile de contrôler ou de programmer le robot pour qu'il effectue une tâche simple, mais le principal défi pour lui est d'arriver à effectuer plusieurs tâches complexes en même temps et de les répéter. Atlas déplace tous ses composants pour maintenir son équilibre, notamment lorsqu'il effectue une tâche complexe, comme un saut périlleux arrière. Il peut sauter par-dessus un obstacle et utiliser son bras pour garder le contrôle et faciliter son atterrissage. C'est un travail fastidieux de le surveiller et de le voir tomber sans cesse, mais c'est ainsi que les ingénieurs le perfectionnent. Ils lui apprennent également à se relever tout seul lorsqu'il tombe sur la tête. Une équipe se consacre à la conception du logiciel afin que l'on puisse voir ce qu'il peut faire par programmation. L'équipe chargée du matériel est responsable de la création des mises à jour d'Atlas. Les techniciens déboguent et réparent tout ce qui se casse. L'équipe des opérations répare le parcours d'obstacles lorsqu'un robot se heurte à quelque chose et étudie également la disposition des lieux pour que le robot effectue une démonstration ou une course. Engineered Arts a mis en circulation le robot le plus réaliste et le plus expressif du marché à la fin de l'année 2021. L'entreprise est connue pour créer des robots humanoïdes pour le divertissement, les centres scientifiques, les parcs à thème et les entreprises. Elle l'a baptisé Ameca. Et il a de quoi te filer la chair de poule. Il est tellement détaillé et réaliste qu'il ressemble à un véritable être humain se réveillant d'un profond sommeil. Ils ont choisi la couleur grise pour éviter toute controverse et ont fait en sorte qu'il ne soit pas sexué. Contrairement à Atlas, qui n'a pratiquement pas de visage, Ameca est semblable à une vraie personne lorsque tu le regardes ou quand tu lui parles. Il a une variété d'expressions qui ressemble étrangement aux nôtres et ne dépend pas exclusivement de la parole pour communiquer. Pour les ingénieurs et les concepteurs, tout l'intérêt d'un humanoïde est de le faire fonctionner de manière fluide et d'éviter qu'il ne ressemble trop à un robot. Cela signifie qu'il ne doit pas s'exprimer en phrases monocordes sur des sujets banals. Il ne se déplace pas encore, mais il s'appuie sur une combinaison d'IA et d'ingénierie robotique. Sa communication est non-verbale, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur ses expressions et ses gestes. Il n'a pas besoin de poser des questions complémentaires ou de te fixer avec un regard vide s'il ne comprend pas ce dont tu lui parles. Au lieu de cela, tu as l'impression de parler à un être vivant. L'IA est programmée pour tirer parti des opérations du système de vision, de la reconnaissance des visages, de la reconnaissance vocale et du clonage de la voix. Elle permet à Ameca de se démarquer des téléphones et autres gadgets en vie.
Les petits génies ont conçu un micro-logiciel basé sur le cloud qui peut être mis à jour avec des réparations et des fonctionnalités logicielles, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en technologie pour l'utiliser. Grâce à ce logiciel, tu peux modifier le comportement du robot de n'importe où dans le monde. Tu peux accéder au logiciel appelé Tritium à partir d'un navigateur web au moyen d'une simple connexion. Tu peux pimenter ton Améca en te rendant au travail, t'adresser à un public à distance et consulter les diagnostics du système depuis Engineered Arts. L'intelligence artificielle du robot est si avancée que tu peux l'utiliser pour travailler sur 2 tâches différentes en même temps. Il comprendra même quelle tâche est la plus importante et laquelle peut attendre. Au-delà de ce logiciel top niveau, le matériel est tout aussi impressionnant, avec des capteurs, des caméras, des microphones et des systèmes d'encodage de position intégrés. Tu peux voir l'interface du capteur en temps réel depuis ton appareil et surveiller le temps de réponse et les interactions. Fonctionnel et beau à la fois. La bonne nouvelle, c'est que tu peux d'ores et déjà mettre la main sur l'un de ces robots puisqu'il est disponible au public. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils coûtent plus cher qu'une voiture. Ils les vendent pour plus de 133 000 $. Ouais, bon, on dirait que je ne vais pas m'acheter d'Améca de sitôt. Si tu as vu le 2e film Terminator, tu te souviens sans doute de ce type, T-1000. Le personnage principal, brillamment interprété par Arnold Schwarzenegger, avait pour mission de protéger Sarah et John Connor de ce robot. Il est bien plus fort que n'importe quel humain. Il peut tordre l'acier à main nue et projeter des robots bien plus gros que lui. Mais sa caractéristique la plus intéressante est sa capacité à changer de forme. Fabriqué en métal liquide, il peut se rétablir même après avoir été gravement endommagé. On pourrait dire que ce n'est qu'un film de science-fiction de plus, mais attention. Les scientifiques ont réussi à créer quelque chose de semblable au T-1000 dans la vraie vie. Ils ont inventé un matériau qui est un mélange de métaux doté de propriétés assez insensées. Matière transitionnelle en phase magnétoactive, MPTM. Le robot ressemble davantage à un modèle super minuscule, de la taille d'un Lego, de son prototype à l'écran. Ce petit bonhomme peut fondre dans tes mains, à 30 degrés Celsius, et reprendre sa forme initiale. Les essais ont montré qu'il pouvait s'échapper d'une petite cellule grâce à ce super pouvoir. Le secret de ce qui ressemble à de la magie réside dans la physique. Un champ magnétique génère un courant électrique à l'intérieur de l'un des métaux dont est fait le T-1000 réel. De la chaleur est alors produite et la matière solide se transforme en liquide. Le petit robot peut également montrer d'autres talents sous l'influence des champs magnétiques. Il peut sauter 20 fois sa hauteur, tourner à 1500 tours par minute et atteindre des vitesses impressionnantes. As-tu besoin de ce petit bonhomme dans ta vie ? Il n'est pas encore possible d'acheter l'original, mais tu peux toujours te procurer une figurine ou un kit de construction du Terminator. Quant au matériau qui peut fondre et se solidifier à nouveau, il aura des utilisations plus pratiques que de divertir le public. Imagine un outil capable d'atteindre les coins les plus étroits. Il suffit de le transformer en liquide, de le laisser pénétrer dans le trou et de le solidifier à nouveau pour que le trou soit scellé. C'est le rêve de tout ingénieur. Il peut également servir de soudure sur un circuit LED, car le gallium, le métal dont il est fait, est un excellent conducteur d'électricité. Enfin, il pourrait sauver des vies en administrant des médicaments et en retirant des corps étrangers des organes des patients. Le MPTM n'est pas le premier matériau qui fera dire aux fans de Terminator « Attendez, j'ai déjà vu ça quelque part !» Voici le nitinol. Il s'agit d'un matériau super élastique qui se souvient de sa forme initiale et y revient toujours, quelle que soit la force avec laquelle on le plie. Jusqu'à présent, il a été utilisé avec succès pour fabriquer des stents. Il s'agit de petits tubes en maille qui maintiennent les artères ouvertes pour les personnes qui en ont besoin. Le nitinol remplit parfaitement cette fonction, car il peut se plier lorsqu'il le faut, à une température froide, et revenir à son état d'origine lorsqu'il est chauffé. Il est également très résistant, parfait pour durer longtemps. C'est pourquoi il est également utilisé pour fabriquer des appareils dentaires, des ressorts de montres mécaniques, des inserts pour les clubs de golf et, ce que je préfère, des cuillères qui se plient d'elles-mêmes et qui sont utilisées dans les spectacles de magie. Une autre réalité de Terminator est devenue la nôtre, l'utilisation massive de drones.
Ils livrent la commande de dernière minute de ce sac dont tu as besoin pour tes vacances, prennent les meilleures images pour les journaux télévisés et le mariage de l'oncle Tim, aident les équipes de recherche et de sauvetage, transportent des aides, surveillent la faune et la flore et inspectent des parties de bâtiments autrement inaccessibles. Bon, je pense qu'il est plus facile d'énumérer ce qu'ils ne font pas. Dans la deuxième partie du film, le personnage de Schwarzenegger explique que son unité centrale est un processeur à réseau neuronal et que plus il est en contact avec des humains, plus il apprend. Si tu as envie de revoir le film pour te rafraîchir la mémoire, tu peux toujours t'en procurer une copie sur Amazon. Quoi qu'il en soit, ce dont parle le Terminator ressemble beaucoup aux réseaux neuronaux de la vie réelle, n'est-ce pas ? Ceux-ci sont modélisés un peu comme un cerveau humain. L'idée est d'entraîner l'ordinateur à effectuer des tâches en analysant des milliers d'exemples d'entraînement. Un système de reconnaissance d'objets apprend à reconnaître une voiture ou un caniche en examinant un très grand nombre d'images de ces objets et en identifiant certains modèles. Une fois qu'ils sont suffisamment entraînés, ils peuvent accomplir toutes sortes de tâches, qu'il s'agisse de prédire la météo ou la situation du marché boursier, de reconnaître des visages ou de choisir les programmes Netflix à nous recommander. Tout cela a l'air bien, mais il faut bien l'admettre, ce qui est le plus cool dans ce film, ce sont ces robots à l'apparence humaine effrayante. De nombreux robots humanoïdes sont encore à l'état de projet. Mais certains sont déjà bien vivants. Certains d'entre eux travaillent dans des usines et des entrepôts parce qu'ils sont très doués pour la logistique et la fabrication. Ils dirigent des orchestres entiers, plongent sous la mer, aident les personnes âgées. Y a-t-il quelque chose qu'ils ne savent pas faire ? Devrions-nous commencer à nous inquiéter d'être bientôt remplacés par eux ? Bien que l'IA soit de plus en plus performante, cette éventualité reste heureusement peu probable. Les machines n'ont pas encore l'intelligence émotionnelle et les capacités de prise de décision des humains. Elles sont super intelligentes, mais elles n'ont tout simplement pas la motivation nécessaire pour conquérir le monde, à moins que les humains ne leur en donnent l'ordre. Et même si un système d'IA ou une application décide de s'affranchir et de dominer l'univers, il est peu probable qu'il soit assez puissant pour le faire. Alors, il faut respirer. Une chose que ces humanoïdes ont maîtrisée, cependant, c'est le sens de l'humour. Lorsqu'un homme a abordé un robot lors d'un salon professionnel à Las Vegas pour lui demander si elle avait un petit ami, la machine a répondu qu'elle n'était malheureusement pas sur le marché, car les robots n'ont pas de relation. Se faire rejeter par l'IA, voilà bien un problème du XXIe siècle. Ce robot qui brise le cœur s'appelait Ameca. Ses créateurs, la société britannique Engineered Arts, le qualifient de robot humanoïde le plus avancé au monde. Il est tellement détaillé et réaliste qu'il n'est pas surprenant que ce type ait voulu le draguer. Ameca possède tout un spectre émotionnel et peut manifester un étonnement et une surprise réalistes, etc. Il peut même bâiller, hausser les épaules, cligner des yeux et se gratter le nez. Les yeux d'Ameca sont équipés de caméras, ce qui lui permet de mémoriser ton visage et de le suivre. C'est pourquoi, en lui parlant, tu n'as pas l'impression de fixer l'écran d'un gadget. Il peut également détecter des objets tels qu'un doigt humain devant son visage, de sorte qu'il réagit lorsque tu t'approches de lui. Cette beauté n'est pas du tout difficile à utiliser. Fonctionne à l'aide d'un micro-logiciel basé sur l'informatique en nuage qui se met à jour tout seul. Et même une personne totalement dépourvue de connaissances technologiques peut utiliser Ameca. Pour contrôler ce robot depuis n'importe où, il suffit de se connecter à son système logiciel. Imagine que tu sois coincé dans les embouteillages et que ton robot assistant accueille tes invités et présente ton projet sans que tu sois présent physiquement. Son IA est si avancée que tu peux l'utiliser pour travailler sur 2 tâches différentes en même temps. Il peut même sélectionner une tâche plus importante et en faire une priorité. Si tu souhaites acheter un Ameca, prépare-toi à débourser plus de 100 000 $. Atlas, un humanoïde conçu par Boston Dynamics, peut monter et descendre les escaliers, sauter d'un niveau à l'autre, ramasser, porter et lancer des objets lourds à la bonne distance. Atlas peut saisir des objets à l'aide d'un doigt fixe et d'un doigt mobile. Toutes ces caractéristiques en font un assistant idéal pour les entrepôts. Sa dernière prouesse est un retournement inversé de 540 degrés sur plusieurs axes. Les ingénieurs ont eu beaucoup plus de mal qu'il n'y paraît à programmer le robot pour qu'il le fasse. Et Atlas ne se contente pas de se déplacer comme un champion de parcours. Il est également capable de planifier l'itinéraire le plus efficace pour aller d'un point A à un point B en tenant compte de l'environnement. Il se souvient également des erreurs qu'il a commises ou des obstacles qu'il a dû surmonter. Il active tous ses composants pour maintenir son équilibre. Comme tous ces composants sont imprimés en 3D, Atlas n'est pas très lourd, puisqu'il ne pèse que 89 kg pour une taille de 1,50 m. Comme ce robot intelligent est une plateforme de recherche, on ne peut pas encore l'acheter.
Les ingénieurs continuent de l'améliorer et peut-être que bientôt, il pourra sortir de l'entrepôt et créer sa propre entreprise de logistique. À ce moment-là, tu ne voudras plus acheter Atlas, mais tu pourras finir par lui envoyer ton CV.